bienvenue à ces troisième rendez-vous de l'autonomie. Alors à l'ordre du jour de notre rencontre, nous avons trois temps forts. La première, la découverte d'un concept assez innovant, c'est celui de l'EHPAD hors les murs, qui vous sera présenté tout de suite après l'introduction du président. Ensuite, nous aurons une restitution d'une étude sur des projections démographiques et leur impact sur l'accompagnement des personnes âgées en Mayenne. Et en dernier lieu, nous vous donnerons quelques grandes tendances sur l'élaboration du plan Bien vieillir en Mayenne qui sera adopté en fin d'année. Avant cela, je vais demander à soit vous vous levez, ou restez assis. Merci Monsieur Dizon. Juste quelques mots pour vous présenter mes meilleurs voeux. Hein. On n'est pas rendu encore à fin janvier. Hein. Tout le mois de janvier en est, comme on dit. Des vœux de santé, de bonheur pour vous, vos personnels, hein, pour ceux qui sont directeurs d'établissement ou engagés, pour vos résidents aussi, même si ils vont être bien évidemment au cœur des discussions aujourd'hui. Et vous dire que le département de la Mayenne continue sur ce sujet essentiel qui est le bien vieillir en Mayenne à mettre en œuvre ces animations que constituent les rendez-vous de l'autonomie. C'est le troisième. Nous sommes déjà en train de réfléchir au thème du cinquième, puisque le quatrième est déjà à peu près bouclé. Et il n'est pas impossible qu'un des rendez-vous soit un rendez-vous où nous bougerons. Nous prendrons peut-être un moyen de transport, peut-être le TER s'il est rétabli par la virgule de Sablé à cette date, mais ou peut-être un moyen qui est un car pour aller dans un département voisin, voir aussi une expérience. Je pense que aller dans du concret, c'est pas non plus inintéressant. Voilà, l'objectif toujours, c'est de partager ensemble des expériences comme celle de Bordeaux, où il fait en ce moment pas meilleur qu'ici. C'est pour vous dire le drame que vivent les Bordelais qui sont habitués davantage au soleil qu'à la pluie. En tout cas, ces rencontres, c'est vraiment des moments de présentation, d'échange, d'acculturation commune à cette question importante qui fait qu'il nous faut changer de logiciel. Certains disent qu'on était dans l'ancien monde et qu'on est dans le nouveau monde. On entend quelquefois le président de la République utiliser cette terminologie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la politique d'accueil des personnes âgées, oui, il faut changer de logiciel. Et la Mayenne est bien partie pour être dans les premières à changer de logiciel, en lien avec la région, en lien avec l'ARS, vous le savez, hein, je salue les représentants de l'ARS ici présents, parce qu'il faut l'être ensemble, et qu'il n'est pas question entre le département et l'État, parce que l'un sont d'agences régionales, de se renvoyer la balle sur ces sujets, mais bien de travailler en bonne concertation, comme il faut le faire également avec les territoires. Je remercie les conseillers départementaux présents et les élus présents, parce que bien évidemment, cette politique du bien vieillir en Mayenne, elle ne peut se faire qu'avec les bassins de vie. Et les bassins de vie sont les élus qui les animent, les élus et tous les partenaires, y compris le champ médical et le champ médico-social, bien évidemment. Donc c'est un ensemble de partenaires qui est concerné. Je vous remercie de votre présence, et puis je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous rends le micro. J'en ai un devant. Bon, alors je garde pour nos intervenants. Bon, parfait. Donc nous allons accueillir Madame Élodie Lafont et Madame Karine Cousty. Alors Élodie Lafont, vous êtes la directrice de l'EHPAD hors les murs de Bordeaux, et Madame Cousty, vous êtes l'infirmière coordinatrice alors à la fois de l'établissement et du projet. Alors l'intérêt de votre dispositif, c'est que vous intervenez à domicile, tout en étant un EHPAD, pour prévenir des risques de rupture dans les parcours. Vous êtes parti du constat que l'hospitalisation d'urgence est souvent la seule alternative qui est proposée aux personnes âgées vivant à domicile. Donc vous avez développé une palette de services, vous allez nous expliquer laquelle, et surtout détailler les conditions de mise en œuvre qui vont certainement intéresser les professionnels et les élus qui sont présents aujourd'hui. Alors vous avez un micro là, sinon je peux vous laisser un micro sans fil si vous vous sentez plus à l'aise. Non, mais je pense que... On va voir si... Parfait. Merci. Donc, bonjour à tous. Je remercie le département de la Mayenne pour nous avoir sollicité pour présenter cette expérimentation. Au niveau du son, tout le monde entend bien. Donc, je vais vous présenter le projet d'EHPAD hors les murs.
Donc c'est effectivement un EHPAD qui est tourné vers le domicile. Donc notre structure, c'est l'EHPAD Cos Villapia. Au démarrage de ce projet, il y a tout un projet derrière qui est aussi le projet de notre association, qui est l'association COS, qui est basée à Paris, qui considère ces établissements comme des structures qui sont tournées vers la vie de quartier, vers le domicile, vers les professionnels libéraux. Donc en fait, le projet d'EHPAD hors les murs ne vient que compléter ce qui existait déjà. On est un EHPAD, on a d'autres dispositifs associés tels que des accueils de jour, des plateformes d'accompagnement des aidants, je présenterai tout à l'heure. D'où la première idée qui est l'EHPAD considéré comme une structure de proximité. On avait des partenariats existants et de très bonne qualité avec les partenaires du domicile au démarrage de ce projet. L'EHPAD Villapia qui est un centre de ressources, un pôle de service, donc à la fois tourné vers les personnes âgées vivantes à domicile, mais également tourné vers leurs aidants. On parle de filières en amont et en aval, puisque donc on va du domicile jusqu'à la fin de vie, des soins coordonnés avec la médecine de ville et donc une politique de maintien à domicile qui existait déjà avant ce projet-là. Le projet d'EHPAD hors les murs, il est né avec notre expérience d'accueil de personnes vivantes à domicile via notre accueil de jour et via notre plateforme d'accompagnement des aidants. Là, je mets un engagement hors les murs de longue date. Cet engagement hors les murs, en fait, il consistait tout simplement à donner nos numéros de téléphone personnels pour aider des aidants pour lesquels nos bureaux pouvaient fermer le vendredi à 17h et pour lesquels on savait très bien qu'il allait y avoir un gros risque de voir un drame les week-ends. Donc on s'est rendu compte que les aidants, tout ce qui existait, c'était essentiellement des dispositifs administratifs ou des dispositifs de soins, mais le vendredi soir ou la nuit, il n'existait rien. En tout cas, sur Bordeaux, rien n'existe. Donc l'idée, c'était d'accompagner les aidants sur du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'anticiper tous ces risques de rupture qui conduisaient bien souvent les personnes malades aux urgences. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, dans nos structures hospitalières, les personnes restent sur des brancards toute la nuit. Et puis bien souvent, elles sont renvoyées au domicile ou à l'EHPAD quelques heures après et avec très peu de soins, voire pas du tout. Donc l'idée, c'était d'éviter ce recours aux urgences et peut-être de traiter les risques de rupture dès le domicile. L'idée d'accompagner les aidants aussi pour éviter tout ce qui était... de les accompagner dans leurs besoins de répit. Donc on a créé, en plus de notre accueil de jour, un accueil séquentiel, c'est-à-dire de pouvoir accueillir alors soit leurs parents, soit leurs conjoints, dans le cas d'un couple aidant aidé, sur des permanences de soir, voire de nuit. Ça n'a pas bien fonctionné, cet accueil séquentiel-là, parce que... le sentiment de culpabilité, finalement, un aidant qui prend toutes ses dispositions pour qu'on puisse s'occuper de la personne malade, elle va prendre ses dispositions sur un week-end entier, mais en soirée, autant vous dire que ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, l'idée était là d'aider les aidants avec des expérimentations qui n'existaient pas. Et puis notre plateforme d'accompagnement et de répit, donc c'est un accompagnement... qui est à la fois au domicile et à la fois en institution, puisqu'on crée des ateliers pour les personnes malades pour que les aidants puissent avoir du répit. On peut intervenir à domicile, on les accompagne dans tout ce qui est démarche administrative. Et la spécificité de Villapia, c'est qu'on a dans nos locaux l'association France Alzheimer Gironde. Donc là, si je peux parler comme ça, il y avait déjà un vivier d'aidants. Des personnes qui au départ venaient simplement demander des renseignements et puis petit à petit étaient orientées vers notre plateforme. Au départ, c'était tout simplement pour un café et puis après on les aidait à constituer peut-être des dossiers d'aide sociale, de demande d'APA, et voilà, le lien s'est créé comme ça. Donc la réussite du projet EHPAD hors les murs, il repose essentiellement sur l'existence de cette plateforme d'accompagnement et de répit qui connaissait parfaitement la situation au domicile, qui connaissait parfaitement les besoins des aidants,
Dans le cadre de nos interventions aussi à domicile, on pouvait constater par exemple que il y avait des risques qu'on pouvait éviter, par exemple les tapis, les risques de chute qui se produisaient beaucoup, les premiers liens institutionnels pour les couples aidants aidés, le fait de venir d'abord demander des renseignements, puis petit à petit on les invitait à prendre le goûter ou un café à l'accueil de jour. Finalement ils se sont rendus compte que c'était pas si terrible que ça. Voilà, donc il y a eu ce premier lien avec un EHPAD qui a été créé via notre plateforme. Donc le dispositif d'EHPAD hors les murs, il repose sur deux principes, deux outils, qui est tout d'abord une chambre d'accueil d'urgence qui est libre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le projet, les personnes ont droit à 14 jours. Nous, on évite de laisser les personnes 14 jours parce qu'après, ça se transforme rapidement finalement de l'accueil temporaire. Ça, je vous présenterai plus tard avec les intérêts et puis les limites du projet. Mais voilà, cette chambre d'accueil d'urgence, nous n'accueillons que des personnes qui, si elles ne viennent pas chez nous, finissent forcément à l'hôpital. Voilà. Je le présenterai aussi dans les limites, mais on a énormément d'appels où finalement les personnes nous disent oui, c'est pour un accueil d'urgence. D'accord, expliquez-nous la situation. Bah oui, j'ai prévu de partir en week-end, je ne sais pas quoi faire de mon conjoint et j'ai pas d'hébergement temporaire. Bon, mais pour nous, c'est pas de l'urgence. Voilà. Dès qu'il n'y a pas urgence. Alors, urgence vitale, bien évidemment, non, parce que là, ça relève de l'hospitalisation. Mais ça peut être le cas le plus fréquent, c'est l'hospitalisation de l'aidant. Un aidant qui va faire de simples, à la base, examens chez le médecin et qui finalement est orienté chez le cardiologue et finit hospitalisé sans que ce soit préparé en amont. Et le deuxième axe de ce projet, ce sont tous les services de notre EHPAD, mais par visio-assistance. Donc après, Karine Cousty vous présentera le logiciel d'un point de vue fonctionnel. Mais là, vous avez l'exemple de la tablette qui est au domicile de la personne. Et en fait, cette tablette-là permet de connecter le domicile 24 heures sur 24 avec l'EHPAD. Donc les services de l'EHPAD, ça peut être le gériatre, ça peut être les infirmiers, ça peut être notre coordonnatrice pour tout ce qui est renseignement plutôt d'ordre administratif. Enfin, voilà, c'est tout le personnel d'un EHPAD en visio-assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Là, vous avez l'écran que nous voyons. Tout à l'heure, c'était la tablette depuis le domicile. Là, c'est l'écran quand une personne nous appelle. Cette tablette, en plus de la visio-assistance, c'est tout le dossier patient, enfin tout le dossier résident qui est concentré, et c'est l'interface avec tous les professionnels libéraux. Voilà. Donc ce logiciel de soins, alors évidemment c'est là où chacun met ses transmissions, donc Karine vous expliquera. C'est utilisé par les médecins traitants, par tous les professionnels qui interviennent au domicile. Ça peut être par le SAMU aussi quand ils interviennent. Les dents aussi, nous met les transmissions. Voilà, tous les renseignements concernant la situation au domicile est concentré sur la tablette au domicile, et donc sur notre ordinateur au service de soins. Donc les objectifs de ce projet, donc mieux gérer les situations de crise. On implique la personne et son aidant, on dit dans le projet de vie, parce que c'est un projet de vie qu'on dit alternatif. Dans les types d'accompagnement actuels, c'est soit du tout domicile, soit du tout d'institution. Il peut y avoir un peu d'entre-deux avec des accueils de jour notamment. Mais là, ils peuvent être en hébergement pendant une semaine, un week-end, et ils sont au domicile. Mais dès que les dents se sentent un peu fragiles, tout à l'heure, je parlais d'accueil d'urgence, mais évidemment, ils bénéficient aussi des services actuels. Donc l'accueil de jour et l'hébergement temporaire, ils sont prioritaires. Voilà, par rapport à d'autres personnes. Donc les dents ont l'impression de ne plus subir, mais de pouvoir anticiper, notamment aussi par les liens de confiance qui se créent. Ils connaissent très bien l'équipe, même si c'est derrière un écran, on vous en parlera tout à l'heure, mais il y a de vrais liens qui se créent. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est à la fin d'une visio, on a un monsieur qui a tendu la main depuis son domicile. Voilà. Et c'est vrai que ça montre qu'au bout d'un moment, l'outil, on l'oublie.
Éviter les hospitalisations non pertinentes parce que le SAMU ou les services d'SOS médecins qui interviennent, voilà, on va prendre les exemples qui ont pu se produire cet été. Une personne déshydratée, besoin d'être sous perfusion 24 heures sur 24. Et pour le coup, ils ne vont plus envoyer la personne à l'hôpital, mais ils vont l'envoyer chez nous parce qu'on a une infirmière de nuit dans le cadre de cette expérimentation-là. Et donc la plupart des personnes âgées, quand elles se retrouvent à l'hôpital, c'est parce qu'il y a besoin d'actes infirmiers 24 heures sur 24. À partir du moment où on a une infirmière de nuit dans un EHPAD, on peut éviter beaucoup d'hospitalisations. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure sur l'année 2017. Donc nous pouvons accueillir en urgence les personnes à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On soutient les dents aussi via la visio-assistance et via nos interventions à domicile. Les ressources existantes, alors ça je développerai plus tard, mais on ne fait pas concurrence. Voilà, parce que la question qui revient tout le temps, nous, on intervient une fois qu'il n'y a plus personne. L'exemple, là, on a le 24 décembre à 17h ou 18h ou la nuit. C'est quand les SSIAD n'interviennent plus, c'est quand les infirmières libérales n'interviennent plus. En journée, parce que nous, le matériel, on a finalement, dans les ressources liées à ce projet, en termes de personnel, on a une infirmière de nuit. C'est tout. Après, le reste, ce sont les professionnels de l'EHPAD, mais qui gèrent déjà les résidents de l'EHPAD. On a plus de 115 résidents. Donc en journée, on fait appel aux partenaires. Donc les SSIAD ou les infirmières libérales. On se retrouve avec des situations où rien n'est mis en place. Donc ça peut commencer tout simplement par constituer un dossier pour monter un plan d'aide. Ça peut être les mettre en lien avec un médecin traitant, parce qu'on se retrouve aussi avec des situations où les personnes n'ont pas de médecin traitant. Voilà, mais on intervient une fois que plus personne ne peut intervenir. Donc les ressources existantes, ce sont les professionnels du domicile. Pardon. Et l'objectif de ce projet, parce qu'on nous pose aussi souvent la question, nous on a une liste d'attente dans notre établissement qui est estimée à au moins 1 an. Donc on est habilité à l'aide sociale, on est en plein cœur de Bordeaux. Donc on a vraiment pas besoin d'avoir des dossiers en plus. Par contre, l'idée, c'est vraiment de maintenir les personnes au domicile le plus longtemps possible, parce qu'on se rend compte, notamment tout ce qui est demande en unité sécurisée, on ne peut pas répondre à tout le monde. On a énormément de demandes et malheureusement des personnes qui ne trouvent jamais. Donc l'idée, c'est de maintenir le domicile et après un accueil d'urgence, de tout mettre en place au domicile pour que la personne puisse y revenir dans des conditions sécures et donc le plus longtemps possible. Les coûts, ça je sais que... D'habitude, ce slide, je le mets tout à la fin, mais comme je sais que les gens attendent les coûts, pour le coup, je l'ai mis un peu en début. Donc c'est un projet à l'année à 192 000 €. Il y a 25 000 € qui est pour financer la chambre d'accueil, puisque c'est une chambre qu'on a pris sur les lits de notre EHPAD. Et donc, pour qu'elle permette de vraiment répondre à des situations d'urgence, doit être laissée libre le plus longtemps possible. Donc 25 000 € parce que nous, on a un prix de journée à 65 € et 70 avec le ticket modérateur. Donc une chambre vide à l'année, c'est 25 000 €. Le matériel et le logiciel que nous vous avons montré tout à l'heure, avec en plus derrière la maintenance, puisque c'est une société qui est spécialisée, qui avait créé le logiciel que Karine vous présentera, donc c'est 27 000 € à l'année. On a choisi d'être sur la location et pas sur de l'investissement, parce que d'abord c'était une expérimentation, je vous en parlerai tout à l'heure, mais pour pouvoir vraiment avoir le service maintenance et assistance 24 heures sur 24. Et les 140 000 € donc, qui correspondent aux infirmières de nuit, on a évalué à 2,5 ETP parce que en journée, on peut être amené à se rencontrer, à faire des réunions, donc il faut un peu plus que 2 ETP. Voilà, 192 000 €. Et après, j'ai mis les mutualisations avec les moyens de l'EHPAD, parce que là, ce sont des coûts, on va dire des coûts cachés. Mais voyez, par exemple, une journée comme aujourd'hui, on n'est pas sur nos fonctions. Alors, c'est un projet qu'on présente beaucoup là depuis 3 ans, mais derrière il y a eu un gros travail de communication. La gériatre, elle prend sur son temps de travail pour faire des fois des consultations en visio avec le domicile. Karine, aussi infirmière co, qui derrière est en lien avec les médecins traitants du domicile, mais en plus de son travail à l'EHPAD. Sans vous parler des soucis techniques que nous avons eu au départ, et que d'ailleurs on a encore, mais ça peut être simplement la tablette qui n'est pas branchée, mais on a été énormément sollicité, on a dû intervenir beaucoup au domicile.
Voilà, et ça, on prend sur notre temps de travail. Donc c'est comme tout projet innovant, ça repose sur l'implication des professionnels en poste et les infirmiers de jour aussi, puisque quand on dit qu'on peut accueillir une personne 24 heures sur 24, on les accueille autant la nuit qu'en journée. En journée d'ailleurs c'est idéal. Mais pour les infirmiers de l'EHPAD, voilà, c'est un travail en plus. Après le lien avec les médecins traitants pour avoir les ordonnances. Donc ça j'insiste parce que je n'ai pas évalué les coûts, mais en tout cas en termes de temps c'est conséquent. Pour l'instant, donc on est à titre expérimental, on est financé dans le cadre des projets PAERPA. Donc on est financé par l'ARS Aquitaine. Pardon. On était financé jusqu'au 31 décembre 2017. Il y a certaines expérimentations PAERPA qu'ils ont, qu'ils ont souhaité renouveler pour 1 an. Donc nous on est ravis parce qu'on fait partie des expérimentations qui ont été renouvelées. A priori, on sera pérennisé, puis ça fonctionne très bien. Mais si on est pérennisé, ce sera des coûts que je souhaiterais vraiment évaluer et mettre en avant au niveau des financeurs. Donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment d'être dans la prévention et d'éviter les situations de risque. Ce que je vous présentais tout à l'heure, la plateforme d'aide aux aidants, notre accueil de jour, tout ce qui est l'accueil séquentiel. Les partenaires, on fonctionne parce qu'on est en plein Bordeaux-Centre et qu'on avait vraiment des liens existants et de très bonne qualité avec tous les SIAD et les services SOS médecins. À l'EHPAD Villa-Pierre, on a une 30aine de médecins libéraux qui interviennent pour les résidents. Donc en termes de lien avec la médecine de ville, ça fonctionnait déjà bien. On me pose régulièrement la question sur développer ce projet en milieu rural. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous, ça fonctionne bien parce que voilà, derrière, il y avait ce réseau-là. Il y avait ce travail déjà existant. En milieu rural, il peut y avoir un maillage conséquent et ça peut aussi fonctionner. Mais voilà, c'est vrai que nous, il y avait quand même des liens déjà très forts. Voilà, on parle de maîtrise du risque, le projet de vie pour le sentiment de choisir son projet de vie entre l'institution et le domicile, de pouvoir alterner entre les deux. L'aidant se sent... La grande inquiétude de l'aidant, c'est « et s'il m'arrivait quelque chose ?» Voilà. Et avec ce projet-là, ils ont l'impression, même si, bon, malheureusement, des fois, il y a des situations qui peuvent quand même être fatales, mais ils ont vraiment l'impression, voilà, qu'ils ne sont plus tout seuls et qu'il n'y aura plus de risque, quoi. Que s'il se passe quelque chose, nous, on est là. Et alors là, ce n'est pas une impression, c'est vraiment le cas. On intervient très, très souvent quand l'aidant rencontre des difficultés. Et puis, oui, le sentiment d'appartenance à un collectif, parce que, voilà, on est une équipe derrière, même si on est derrière un écran où, voilà, ils nous connaissent tous. On intervient chez eux et voilà, ils ne se sentent plus seuls. Donc le bilan sur l'année 2017, on a à peu près 50 personnes, donc 28 foyers connectés, c'est parce qu'on a 28 tablettes. On me demandait au démarrage du projet si on pouvait augmenter la capacité, bien sûr, toujours plus. Au départ, on répondait oui. Là, maintenant qu'on est vraiment en vitesse de croisière, non. 28, c'est déjà beaucoup. Par contre, voilà, 50 personnes parce que tout le monde n'est pas capable de se servir d'une tablette. On vous expliquera tout à l'heure, mais on a aussi des personnes qui font partie de l'EHPAD dans les murs et avec qui on est seulement en contact par téléphone. Alors, c'est tous les avantages du logiciel de soins partagé, de la tablette qu'on vous présentera tout à l'heure, évidemment. On ne l'a pas avec le téléphone, mais en tout cas... les personnes sont en lien 24 heures sur 24 avec nous. Dans l'accueil d'urgence, la chambre d'accueil d'urgence, on a eu 176 jours d'accueil, donc 176 jours d'hospitalisation évitée. Donc les motifs les plus courants, évidemment, ce sont l'hospitalisation de l'aidant. La surveillance infirmière 24 heures sur 24, donc c'est l'exemple, par exemple, des postes de perfusion dont je vous parlais. En cas de chute aussi, on a accueilli des personnes suite à des fractures. On a accueilli des couples.
Par exemple, l'aidant qui a une fracture, voilà, qui ne peut plus s'occuper de l'aider, pardon. On a accueilli les 2 personnes. Voilà. Urgence sociale, on a eu une inondation d'appartements, un feu. Je ne sais plus la 3e, mais en tout cas des situations qui malheureusement voilà, auraient conduit la personne à l'hôpital. Donc on les a accueillis. Dans 75% des cas, les personnes sont retournées à domicile. Un accueil temporaire donc dans 20% et 5% des personnes qui ont été reçues ont été admises en accueil permanent. Donc dans les 28 tablettes installées, on a fait un bilan par rapport au démarrage, c'est-à-dire une situation de crise qui aurait nécessité, alors une hospitalisation c'est certain, mais peut-être un placement en hébergement. On a installé une tablette et les personnes ont pu rester à leur domicile 14 mois de plus. Voilà. Et on a vraiment pris en date initiale, on a vraiment pris une situation qui, dans d'autres établissements où nous, autrefois, aurait conduit à un accueil permanent. Voilà. Les 103 appels au service d'urgence, donc il y a eu... les infirmières sont intervenues 20 fois de nuit. Alors, l'exemple de la chute, c'est un très bon exemple aussi parce que l'aidant qui est seul, alors souvent, jusqu'à présent, elle n'appelait pas. Ou alors, quand vraiment c'était une situation catastrophique, elle appelle les pompiers ou le SAMU. Donc, l'idée de notre projet aussi, c'est de ne pas monopoliser les services d'urgence quand une infirmière seulement peut intervenir. Donc, c'est aider à relever la personne. Ça peut être aussi une prise de traitement. On se rend compte, l'aidant appelle, voilà, c'est une situation de crise. Et puis l'infirmière se connecte au logiciel, elle voit qu'il n'y a pas eu de prise de traitement. Et l'aidant qui dit, ben moi avec moi, il ne veut pas prendre son traitement. Donc l'infirmière vient et voilà, ça apaise les choses. Mais on a eu des situations où ça aurait pu finir de manière dramatique. Les situations de réassurance ou de gestion de crise, c'était via la tablette. On n'a pas eu besoin de se déplacer. Et donc, on est, nous, sur des appels, on va dire des appels sortants, des appels de suivi, on est à 3 appels quotidiens. Ce sont des appels qui durent à peu près 3/4 d'heure. On commence à 19h. Voilà, on s'arrête à 22h. Mais en tout cas, on appelle les personnes... ça fait un appel par semaine, par domicile. En journée, on a intervenu 93 fois au domicile et il y a eu 23 situations de réassurance téléphonique ou visiophonique. Donc les intérêts, les limites. Les intérêts, donc, pour les bénéficiaires, bien évidemment, c'est notre disponibilité 24 heures sur 24. Ils ont confiance. On se rend compte que tout le travail qui a été mené avec l'infirmière de nuit ou les autres professionnels avec la visio, dès qu'il y a besoin d'un accueil temporaire ou d'un accueil de jour, les personnes ne sont plus réticentes. Même des personnes malades, quand elles arrivent dans l'institution, elles reconnaissent. Elles disent « Ah, ben, c'est la dame de la télé ». Ou voilà. Et on sait bien que c'est le plus compliqué quand les personnes entrent en institution. Elles ne veulent vraiment pas rentrer en EHPAD. Donc le sentiment de relais en cas d'urgence, oui, accompagnement global du couple aidant aidé. On se rend compte que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand il y a un couple aidant aidé, notamment pour l'utilisation du logiciel. Et puis parce qu'au départ, on s'adressait seulement aux personnes âgées isolées. Les personnes âgées isolées, on va dire même des personnes grabataires, on peut organiser des passages infirmiers, mais les personnes peuvent rester au domicile. Finalement, les besoins, ils se sont vraiment ressentis avec donc des couples aidants aidés avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou autre. Voilà. C'est essentiellement ce type de public-là où le maintien à domicile est très compliqué. Donc la connaissance de l'institution et de son personnel, les échanges aussi. On me demande régulièrement s'il faut forcément que ce soit une infirmière qui coordonne ce projet-là. Oui, c'est certain. Pour tout ce qui est aide à la prise de médicaments, même conseil voilà, sur des comptes rendus médicaux et autres, oui, il faut que ce soit une infirmière, même si c'est un profil infirmière un peu psy. Hein. Enfin, clairement, il y a beaucoup de visio-assistance, c'est du relationnel, c'est du réconfort. Au départ, on disait aux infirmières, écoutez, si on vous appelle qu'il y a vraiment une situation de crise, vous y allez. Des fois, il suffit juste de prendre un thé
et vous allez apaiser la situation au domicile. Les infirmières m'ont regardé en disant, mais attendez, je ne suis pas payée pour aller boire un thé. Et si, là, c'est vraiment, derrière, il y a... Voilà, il y a autre chose qui se joue, et notamment les liens de confiance qui, avec les aidants, sont très très durs déjà à créer et à pérenniser. Tout ce qui est mise en réseau, oui, avec les équipes du domicile, parce que nous, des fois, on constate des choses, donc on appelle le médecin traitant, on appelle les SIAD, l'infirmière libérale. Il y a aussi l'inverse, où les infirmières libérales nous appellent, en disant, voilà, on a eu le cas à une personne, l'infirmière libérale était en poste, et puis nous, on est intervenu après, à leur demande, les SIAD nous sollicitent beaucoup, et puis la personne s'est prise de... Alors, elle s'appelle Isabelle, l'infirmière de nuit, s'est prise de beaucoup d'affection pour Isabelle, parce que Isabelle l'a beaucoup accompagnée. Et alors le problème, c'est qu'elle ne voulait plus du tout que l'infirmière libérale s'occupe d'elle. Donc c'est l'infirmière libérale qui appelait Isabelle, mais Isabelle ne travaillait que de nuit, donc elle devait attendre la nuit. Enfin bon, après on a fait des réunions, ça s'appelle voilà, le travail en réseau, mais c'est vrai que on est amené à être des fois plus présent que les professionnels libéraux, parce que voilà, c'est vraiment du relationnel, et derrière, on étaye un peu tout ça. Et puis les intérêts, là c'était via une enquête, voilà, ils sont contents parce qu'ils pensent que quand ils sont intégrés dans les dispositifs d'EHPAD hors les murs, ils seront prioritaires quand ils voudront demander. C'est un peu vrai, mais bon, après on est un peu comme tout le monde, quand on n'a pas de place, on n'a pas de place, mais c'est vrai qu'en cas de demande en unité sécurisée, ils sont prioritaires. Alors les intérêts pour l'EHPAD, ça c'est plus qu'important, puisque effectivement sans cette expérimentation-là, on n'avait pas d'infirmière de nuit. Donc sur l'année 2017, on a eu, par rapport aux autres années où on n'avait pas d'infirmière de nuit, on a eu 93% d'hospitalisation de nuit en moins. Enfin, clairement, les résidents ne sont plus hospitalisés la nuit. Les durées d'hospitalisation sont réduites de 40%, puisque une fois à l'hôpital, quand ils savent que 24 heures sur 24, il peut y avoir un suivi, ils les retransfèrent vers l'EHPAD beaucoup plus rapidement. La qualité de fin de vie, alors on a 98% des décès maintenant qui ont lieu à l'EHPAD, et plus à l'hôpital. L'admission non discriminante. On est un peu tous pareils quand on a des dossiers d'admission, on essaie un peu par rapport à la charge en dépendance ou en soins d'équilibrer, alors à la fois pour avoir nos budgets maintenus, à la fois pour la charge de travail vis-à-vis des équipes, et puis de nos capacités aussi en termes d'accompagnement et de soins. Le fait d'avoir une infirmière 24 heures sur 24, on peut vraiment accueillir tout le monde. En ordre d'idée, on a un pathos à près de 265 et un GMP à plus de 800. Voilà, mais parce qu'on peut accueillir tout le monde. Et évidemment, la confiance des familles et des résidents dans l'EHPAD et dans toute l'équipe de l'institution. Les limites. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la définition de l'urgence. Il y a beaucoup de demandes où c'est de l'accueil temporaire déguisé, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas eu satisfaction dans leur demande. Et donc, au dernier moment, ça se retrouve être de l'urgence. Mais nous, vraiment, voilà, on est clair. C'est si on ne prend pas la personne, elle finit forcément à l'hôpital. Sinon, voilà, il suffit d'annuler ses week-ends ou autre. Mais on est vraiment sur éviter les hospitalisations. Le secteur de la chambre d'urgence. Au démarrage du projet, on a 20 places en unité sécurisée. Et c'est largement insuffisant. Donc on avait préféré prioriser le secteur qu'on dit ouvert, et on avait bloqué la chambre d'urgence dans le secteur ouvert. Mais clairement, le besoin, il n'est pas là. Donc on a fait, à partir de la deuxième année, on a fait le choix de condamner une chambre en unité, et le vrai besoin, il est là. L'urgence, une personne grabataire peut rester à domicile. Une personne désorientée, non. Donc voilà, moi la condition de réussite de ce projet, les 176 jours dont je vous parle, la première année on n'était pas à ce chiffre-là, mais parce qu'on n'avait pas bien ciblé le besoin. Le coût des transports, alors ça c'est un coût qu'on n'avait pas évalué, comme on évite on se centre sur les personnes vivant à domicile. Donc l'idée c'est d'éviter le passage aux urgences. Donc le transport c'est de domicile à EHPAD. Donc c'est à la charge de l'EHPAD. Voilà. Et ça on a essayé de négocier maintes et maintes fois. Bon, ça relève de la CPAM
et autres réglementations. Donc voilà, on ne peut vraiment pas y toucher, mais c'est vrai que c'est un coût qu'on n'avait pas évalué. Quand on a des admissions en EHPAD, souvent c'est la famille qui fait le transport, ou ça peut être à l'ambulance, mais enfin, vous, je ne sais pas non plus, mais nous, la plupart, ils arrivent de l'hôpital. Donc on ne s'est jamais posé la question du coût des transports. Mais domicile à EHPAD, c'est forcément la charge de l'EHPAD. Les personnes isolées avancées dans la maladie, donc oui, les personnes isolées seules, la tablette ne fonctionne pas. L'idéal, c'est quand il y a un aidant. Après, on a des personnes qui sont seules, mais dont les troubles sont voilà, assez limités. Et on se rend compte, après, quand il y a l'avancée dans la maladie, bon, se servir d'une tablette, c'est compliqué. L'adhésion des professionnels libéraux, donc au démarrage du projet, ça a été compliqué. On leur rajoutait encore un logiciel, parce que bien évidemment, le logiciel qu'on va vous montrer tout à l'heure n'était pas le même logiciel que celui de l'EHPAD, qui n'est pas le même que celui des autres EHPAD dans lesquels ils interviennent. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Et puis, voilà, on s'est retrouvé avec une situation, 2 situations, 3 situations, où c'était les médecins traitants qui nous appelaient, parce qu'ils intervenaient au domicile et ils se retrouvaient vraiment avec une situation catastrophique. Et ils nous disent, oui, on a entendu parler, il paraît que vous faites de l'accueil d'urgence, est-ce que vous pouvez accueillir la personne? Et quand on les a accueillis, je prends toujours l'exemple du vendredi soir à 17h, mais parce que ça arrive très très souvent. Mais voilà, mais finalement, ils se rendent compte que notre projet, ça va aussi dans les deux sens. Et on a quelques médecins traitants qui ont adhéré. Qu'il faut reformer régulièrement au logiciel, mais on a trouvé des combines, notamment via du scan, que vous montrera Karine tout à l'heure, où finalement ils n'ont plus besoin de... Voilà, il suffit juste qu'ils prennent en photo leur ordonnance et c'est comme s'ils l'avaient saisie. Je ne sais pas dans vos établissements, mais nous, pour arriver à les faire saisir sur les logiciels, c'est assez compliqué. Et voilà, le coût de la photo est pas mal. Et le délai de retour à domicile, on est sur un délai donc, de 14 jours. L'accueil d'urgence ne peut pas excéder 14 jours. Alors au début, tout le monde nous dit oui, vous inquiétez pas, parce qu'on sent bien que le retour à domicile va être impossible, parce que donc pas de médecin traitant, pas de professionnels libéraux, pas de famille. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé des fois au 12e ou 13e jour à dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a été intransigeant via le soutien de l'ARS. Moi, j'ai toujours fait une traçabilité, mais voilà, l'expérimentation, c'est 14 jours. On fait signer comme un contrat de séjour, c'est bien écrit. Et voilà, enfin, c'était clair que même si on renvoyait les personnes à domicile, moi, c'était pas de notre responsabilité, ça faisait partie du projet. Derrière, les professionnels libéraux ou les médecins traitants n'avaient pas respecté le contrat. Et à partir du moment où on a été connu pour être intransigeant sur les délais, voilà, les personnes qui nous sollicitaient au départ, de suite, même avant qu'on réponde oui ou non pour l'accueil, disaient non mais on sait bien, mais vous inquiétez pas, dans 14 jours on aura trouvé une solution. Et voilà, ça fonctionne. Mais par contre, on s'est retrouvé, c'est vrai, à raccompagner des personnes à domicile où clairement on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas porter, on est vraiment sur un projet de maintien à domicile, on ne peut pas porter tout seul. Quand je vous parlais de maillage tout à l'heure, mariage et lapsus, mais bon, des fois, de maillage avec les partenaires, c'est indispensable. Voilà, on va passer à la démonstration. Donc moi je suis l'infirmière coordinatrice, Karine Cousti. Juste avant de démarrer sur le logiciel, sachez quand même que l'infirmière et la coordinatrice de la plateforme de répit va toujours au domicile rencontrer les personnes quand on démarre le projet. Donc avant de démarrer la visio-assistante, on connaît le domicile, on sait comment, parce que pour accompagner les gens après sur des appels d'urgence la nuit, c'est important de connaître leur environnement, leur lieu de vie. Voilà. Donc le logiciel, c'est une société qui l'a développé à partir d'un logiciel qu'ils ont mis en place pour l'hospitalisation à domicile. Donc il a été adapté spécifiquement pour ce projet. Donc il y a 3 dispositifs. Il y a donc une tablette tactile au domicile de la personne.
Donc c'est une tablette où les personnes donc ont un gros visuel rouge où il y a écrit appel d'urgence. Donc il suffit de tactilement d'appuyer et ça appelle directement l'infirmière sur l'EHPAD. Et il y a une autre partie où les intervenants à domicile ou les familles elles-mêmes peuvent rentrer des données sur le dossier spécifique de la personne. À l'EHPAD, nous avons un PC exclusivement dédié à ce projet où donc il y a tout le logiciel. Il y a donc la possibilité donc de l'appel en visio-assistance. On saisit toutes les données, les comptes rendus des appels qu'on passe et de tout ce qu'on peut recueillir comme données par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et il y a aussi la possibilité pour nous à l'EHPAD d'avoir les appels sur un téléphone portable. Donc quand l'infirmière se déplace dans l'établissement, elle a ce téléphone, elle prend en premier quand ça sonne par le téléphone portable et après elle va jusqu'à l'ordinateur parler en visio-assistance parce qu'elle ne peut pas passer sa nuit derrière l'écran de l'ordinateur. Voilà. Donc il y a une double possibilité pour appeler à l'EHPAD. Sachant que c'est toujours la visio-assistance qui est privilégiée. Donc l'infirmière revient toujours vers le PC parce qu'en fait, le fait de se voir fait que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que ça rassure tout le monde. On se connaît aussi par la visio-assistance. Donc ça, c'est l'interface sur le PC de l'EHPAD. C'est important de vous dire que comme dans tous les logiciels sécurisés, dans le partage des informations, chacun a un identifiant propre et un mot de passe propre. Et on a plus ou moins accès aux données des personnes qu'on accompagne. Voilà, c'est vraiment le même principe qu'un dossier de soins partagé. Donc là, c'est une liste fictive de personnes qui peuvent être accompagnées. Donc chacun a son dossier, un numéro spécifique et une tablette est attribuée à chaque personne. C'est clairement identifié. Ça, donc, par exemple, quand on rentre dans le dossier d'une personne, il y a plusieurs onglets. Donc, il y a tout ce qui est au niveau du circuit du médicament. Donc, il y a la prescription du médecin. Donc, s'ils ne prescrivent pas en direct ou le remplissent pas, donc on scanne par le biais de la photo de la tablette. En fait, on scanne et on redécoupe l'ordonnance. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Et donc, pour permettre l'administration par l'infirmière qui passe ou la personne aidante au domicile, pour sécuriser le circuit et l'administration des médicaments. Sachant que pour nous, c'est important parce que quand il y a un appel d'urgence la nuit et que c'est sur des troubles du comportement de la personne aidée, c'est toujours une des premières choses que va vérifier l'infirmière de nuit, enfin l'infirmière qui apprend l'appel, c'est voir si les médicaments ont bien été administrés et s'il y a des traitements, si besoin à donner, elle va plus ou moins conseiller la personne aidante sur l'administration des traitements. Donc c'est important que ce soit mis en place. Donc après, il y a des formulaires qu'on remplit. Donc nous, on fait des comptes rendus à chaque fois qu'on appelle les personnes au niveau du suivi. Donc les personnes sont appelées une fois par semaine par l'infirmière de nuit pour partager comment ça se passe au domicile. C'est aussi pour nous, ça permet un suivi. Et quand on appelle en urgence, si on ne s'est pas appelé de 3 mois, du coup, on n'est plus au clair par rapport à la situation, on a perdu le fil. Donc, du coup, voilà, il y a un suivi quand même hebdomadaire de la situation. Et elle partage du quotidien, beaucoup, les petites difficultés, les angoisses. Elle appelle toujours en début de nuit parce que c'est vraiment là que les troubles du comportement sont majorés aussi, comme ça peut être le cas dans les établissements. Au domicile, c'est dans le même ordre d'idées. Et donc, dans les formulaires, il y a aussi le projet de vie, le plan de soins qu'on peut mettre en place pour la personne. Donc, il y a un onglet photo. Donc, avec la tablette, s'il y a des pansements en cours, souvent, l'infirmier à domicile prend des photos. Voilà, et du coup, ça nous permet aussi d'avoir un suivi s'il y a des soins un peu plus au niveau cutané. Et ça permet aussi à notre médecin gériatre aussi de pouvoir un petit peu suivre l'évolution.
Le cahier de liaison, c'est ce qu'on partage avec tous les intervenants du domicile. Donc, c'est comme un cahier qu'on écrit. Enfin, voilà, quand on fait du domicile, on connaît bien ça. Et donc, au lieu de l'écrire sur un cahier, on l'écrit sur la tablette. Donc, chacun échange les informations. Des fois, parfois même les familles ou les enfants, quand ils viennent, nous mettent leurs petites interrogations ou... ce qui peuvent un peu les questionner. Et donc, après, sur des appels, on peut un peu les accompagner aussi par rapport à ça. Les documents numérisés, ce que je vous disais, on numérise les ordonnances, les comptes rendus des spécialistes, tout ce qui peut avoir une importance. Donc, les ordonnances, je vous disais, c'est pour l'administration des médicaments, mais aussi parce que parfois, au niveau des bilans biologiques, si on est amené un appel en urgence, nous, l'infirmière de l'EHPAD dit « Bon, moi, je ne suis plus compétente, il faut que vous appeliez le SAMU » ou faire appel à SOS médecin. Du coup, toutes les informations sont dans la tablette. Donc, c'est vrai que quand ils interviennent au domicile, même s'ils ne connaissent pas la situation, ils peuvent avoir accès à toutes les informations du résident au domicile. Consulte télégraphe, c'est là qu'on insère toutes les constantes, et donc ça crée des graphiques, donc on met à peu près toutes les constantes qu'on peut relever, tension artérielle, le pouls, température, le poids, la taille, voilà, ça nous permet de faire un petit suivi sur tout ce qui est important. Et le dernier point, c'est les protocoles, donc c'est là qu'on met qu'on tape les protocoles par rapport aux soins quotidiens de la personne. Alors quand un appel arrive, voilà, c'est ça le visuel. Donc la visio-assistante, on voit la personne, elle nous voit. Et on a quand même accès, nous, au dossier de la personne en double écran comme ça. Donc c'est vrai que quand la personne appelle en urgence, on peut tout de suite nous aussi avoir accès aux données, aux dernières informations, aux derniers bilans, enfin aux médicaments donnés. Ça c'est l'interface que nous avons à l'EHPAD, sachant qu'au domicile ils nous ont en grand sur la tablette. Voilà, ils nous voient notre visage. Ils n'ont pas du tout ce visuel. Donc là, en fait, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Ça, par exemple, c'est le visuel, c'est le cahier de liaison qu'on peut avoir en visuel, où on peut rentrer au fur et à mesure. Alors, il y a une possibilité d'avoir le clavier et on peut aussi écrire à la main avec un stylet pour les personnes qui sont au domicile. Et voilà, l'ordonnance qu'on numérise et après qu'on découpe pour faire le plan d'administration si le médecin ne l'a pas rentré directement dans la tablette. Voilà, merci beaucoup. Je vais juste vous dire, au début du projet, il y a eu quand même quelques interrogations. Parce que l'outil tablette n'est pas forcément quelque chose qui était usuel pour les personnes que nous accompagnons. Donc voilà, ça a créé un besoin de réexpliquer l'utilisation, de bien expliquer qu'il faut toujours qu'elle soit branchée parce que ça se décharge. Et donc après, on appelle au téléphone. Enfin voilà, il y a eu plein de petits soucis comme ça. Les personnes ont peur que ça leur coûte cher en électricité d'avoir toujours la tablette branchée. Donc on a fait une petite évaluation pour vous dire, ça coûte 10 € par an d'électricité. Mais ça a été une des inquiétudes des personnes. Après aussi, il y a les petits-enfants qui viennent, donc souhaitent une tablette. Voilà, donc il y a eu aussi des petits soucis par rapport à ça, parce qu'il faut toujours que la personne retombe sur l'interface de l'appel d'urgence pour que ce soit quelque chose qui soit toujours en place. On a des personnes qui n'avaient pas d'abonnement Internet, parce que ça aussi... Donc les tablettes peuvent être mises en route avec une carte SIM comme un téléphone en fait. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement Internet. Et le dernier point, voilà, vraiment l'entrée dans le projet, c'est toujours des personnes qui sont en situation de crise où il y a
des soucis qui interpellent plusieurs partenaires. Et du coup, c'est toujours là qu'on questionne l'intérêt ou pas de mettre en place une tablette au domicile. Il y a encore des personnes dans le projet qui sont isolées, donc qui ont des familles qui sont soit à l'étranger, qui sont seules au domicile et qui ont une maladie d'Alzheimer qui avance dans le temps, qu'on accompagne avec des tablettes. Donc là, c'est là qu'on se rend compte qu'avec l'évolution de la maladie, parfois l'outil tablette n'est plus forcément... Donc on continue à le remplir et on fait beaucoup par téléphone. Parce que voilà, les troubles cognitifs avançant, c'est un outil qui... Voilà, il y a tout ça qui questionne. Voilà, c'est des personnes qu'on accompagne pour certains depuis le début du projet. Et il y a un lien presque familial, entre guillemets, qui s'est créé entre les infirmières de nuit et les personnes que nous accompagnons. Parce que vraiment, la nuit, c'est un moment pour tout le monde qui est privilégié dans l'accompagnement. Moi, j'ai travaillé la nuit et il y a tout ce relationnel qui est important. Voilà, merci. Merci à vous deux, merci beaucoup. Je vous propose de venir vous asseoir. On va avoir un petit échange avec vous deux. Et la première question que j'avais envie de vous poser, puisqu'on a parlé des aidants, on a parlé peut-être moins des familles éloignées. Comment est-ce qu'elles vivent ce dispositif quand leurs parents en bénéficient, quand elles sont loin, puisque on sait que souvent une entrée en établissement, c'est aussi sécurisant pour ceux qui sont loin. Moi, je vais répondre juste d'un point de vue administratif. Comme je disais que c'était expérimental, pour l'instant, c'est gratuit. Donc c'est un élément non négligeable, parce que je pense que dès que ça deviendra payant, je pense qu'il y aura encore d'autres résistances. Juste d'un point de vue administratif, on demandait au démarrage du projet un chèque de caution pour le matériel. On demandait 150 €, ce qui est loin d'être le prix du matériel plus du logiciel, mais symboliquement, on demandait 150 €. On a vite arrêté, parce que ne serait-ce que de demander à faire un chèque, les familles étaient très résistantes. Voilà, on a arrêté. Moi, ce sont les résistances que j'ai pu avoir. Mais après, d'un point de vue accompagnement, je vais laisser Karine. Comme toutes les familles en général, l'idée du maintien à domicile est importante pour eux, donc tout ce qui va aider au maintien au domicile, je pense que l'éloignement n'entre pas forcément en ligne de compte. Je pense que vraiment l'inquiétude justement est moindre à partir du moment où on met en place le dispositif. Sachez que par exemple on a 2 personnes qu'on accompagne, leurs enfants sont soit en Australie soit aux États-Unis, donc imaginez-vous l'éloignement. Et justement, comme eux utilisent déjà l'outil informatique, du coup, c'est pour la famille comme pour la personne, c'est en complément. Enfin, ça vient un peu même. Et voilà, c'est vraiment accompagné encore plus par la famille, moi, je trouve. Alors, vous avez insisté sur le fait que c'est important qu'il y ait un aidant pour s'approprier ce dispositif de nouvelles technologies. Et moi, ça me fait rire cette photo parce que ma mère a 92 ans, elle vit à domicile, elle a une tablette. Bon, elle n'a pas tout le dispositif que vous avez mis en œuvre, hein. Mais alors cette tablette, elle appelle ça sa planchette. Et quand on prend des photos pendant les repas de famille, elle nous dit vous m'envoyez toutes les photos sur la planchette. Bon. Donc comment ça se passe en fait quand il y a vraiment pas d'aidant pour s'approprier toute cette technologie-là? Alors, on y va souvent au début. C'est un accompagnement plus long que quand il y a un aidant, clairement. Hein, c'est vrai que... Et on les appelle souvent, c'est-à-dire qu'au tout début du projet, si la personne est toute seule au domicile, on va l'appeler tous les soirs. Pour créer l'automatisme de la tablette, et là, il faut appuyer. Et s'ils ne répondent pas par le biais de la tablette, on les appelle au téléphone, on leur dit allez, aujourd'hui, enfin, c'est un entraînement, quoi. Vraiment, c'est. Après, il y a des personnes qui ont la tablette qu'on accueille à l'accueil de jour à journée passée, pour les personnes qui sont vraiment isolées. Et du coup, on le remontre aussi au niveau de l'accueil de jour. Donc,
entre guillemets un peu de bachotage pour le dire, mais c'est vrai que c'est parce qu'on le fait très souvent qu'à un moment il y a un réflexe et voilà une habitude qui se crée. D'accord, vous êtes un peu coach en informatique, quoi. Pas trop, mais... Vous l'êtes devenu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, certainement Monsieur, peut-être vous présenter, et je ne sais pas si tout le monde vous connaît. Merci. Stéphane Lourdet, directeur de l'association Aide à l'Homme, et donc d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors déjà, merci et chapeau pour cette présentation innovante et expérimentale. Vous avez parlé de partenaires, de SIAD et de libéraux au niveau infirmier. Je voudrais savoir si vous avez également des partenariats au sein de votre réseau sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Si oui, sous quelle modalité, sous quelle organisation, et dernier élément également, sous quel moyen, je dirais, de prise en charge, parce que je ne sais pas par rapport à l'APA, sur de l'APA à domicile ou de l'APA en établissement, donc quelle est la connexion des deux sur un dispositif comme celui-ci. Merci. Alors ça reste du domicile, hein, donc c'est l'APA à domicile. Oui, alors c'est vrai que nous quand on parle de SIAD, en fait il se trouve que l'association avec laquelle on travaille, il y en a 2 sur Bordeaux, enfin les associations agréées, et elles font SIAD et SAD. Donc en fait voilà, c'est erreur de ma part, bon maintenant c'est pas SAD, mais voilà, on avait déjà les... En fait, c'est en fonction des besoins qu'on évalue. Ça peut voilà, démarrer juste par un accompagnement, une auxiliaire de vie. Si on évalue qu'il va falloir un accompagnement infirmier, là, on se retourne vers le SIAD. En fait, ça dépend des besoins. La seule question, et je pensais que c'était celle que vous alliez me poser, les difficultés, c'est quand est-ce qu'on fait appel à des libéraux et quand est-ce qu'on fait appel à des SIAD. Parce que, en tout cas, nous, on nous l'a posé. Je pense que ça peut dépendre du secteur dans lequel habite la personne. Ça dépend aussi du médecin traitant. Des fois, voilà, quand le médecin traitant a l'habitude de travailler avec une infirmière. Mais ça n'a jamais trop posé de difficultés. Mais ce partenariat-là existait déjà avec notre accueil de jour. Notre accueil de jour, on a un chauffeur qui vient chercher les résidents et qui les ramène. Et c'est vrai que déjà le chauffeur, il y a quelques années de ça, constatait qu'il y avait des manquements. Donc voilà, quand je parlais d'un partenariat qui existait depuis longtemps, c'était bien avant ce projet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Daniel Fréard, administrateur d'un EHPAD. Sur les 14 jours où une personne peut être occupe la chambre, est-ce qu'il y a une facturation là de ces jours ? Alors, au démarrage, la première année, il n'y avait pas de facturation. Les 25 000 € étaient pris en totalité, financés par l'ARS. Et puis la deuxième année, finalement, ils nous ont dit... Bon, il y avait la participation symbolique aussi, donc on a rajouté ces 18 € de forfait hospitalier. Donc maintenant, la chambre est financée 52 € par jour et la personne paye 18 €. Avec cette facturation-là, on a résolu partiellement le problème que j'exposais, c'est-à-dire l'accueil temporaire déguisé, parce que forcément c'était moins cher. Donc, par contre, on s'est confronté à d'autres soucis, notamment quand les clics ou essentiellement les clics se retournent vers nous. Et en fait, quand il n'y a pas de famille, quand il n'y a pas de tuteur, quand elles n'ont pas accès au compte, on est assez souple. Toujours pareil, parce que c'est une expérimentation et qu'on trace tout. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des personnes, elles nous disent, écoutez, moi je n'ai pas accès à ces comptes, je ne pourrais pas dans un premier temps payer les 18 €, on accepte. Voilà. Sachant qu'on n'est pas toujours payé. Voilà. Mais, bon, après, il y a d'autres... Je pense que c'est ce que peuvent rencontrer d'autres établissements. C'est ça le vrai problème aussi après des demandes de mise sous tutelle en urgence. Je ne sais pas combien de temps ça prend chez vous, mais nous, ça peut prendre des mois, voire même quand c'est de l'urgence. Donc
les expérimentations aussi servent aussi à soulever d'autres problèmes. Et donc, moi, je suis ravie de montrer aussi des fois qu'on n'est pas payé parce que derrière, notamment au niveau du tribunal et du juge, voilà, ils jouent un peu plus le jeu aussi. Alors clairement, le jeu, c'est de mettre une pastille rouge sur un dossier. Ils savent que là, c'est vraiment une demande de mise sous tutelle en urgence et on peut avoir des mises sous tutelle en 3-4 jours. Une autre intervention, question? Monsieur le Président. Voilà. Ça va être aussi simple de prendre le micro. Moi j'en avais deux. Vous avez évoqué tout à l'heure que ça vous semblait plus facile en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc j'aimerais que vous précisiez, parce qu'on a plutôt un département rural, même si en Gironde il y a aussi une partie rurale du département, mais vous êtes à Bordeaux même, hein, où j'ai entendu d'ailleurs que les questions hospitalières étaient tout aussi prégnantes que dans nos territoires, nous. Et puis la deuxième question, c'est dans les partenariats et dans les freins. J'ai entendu la question judicieuse de Edadom. Et est-ce que ça n'a pas bousculé un peu certains partenaires du maintien à domicile qui peuvent vous percevoir un peu comme une concurrence, le mot est peut-être un peu trop fort, mais comme bousculant un peu l'organisation traditionnelle? Voilà les deux questions. Alors, oui, milieu rural, c'est vraiment, après je me suis reprise, c'est vraiment, enfin, nous, il y a des territoires ruraux où il y a beaucoup de partenaires qui sont, voilà, qui sont existants. En plein centre-ville ou en territoire un peu plus isolé, c'est sûr que derrière, il faut qu'il y ait un réseau, notamment le réseau du domicile. Il doit être développé. Et puis avec des médecins traitants aussi qui sont présents. Sinon, en tout cas, nous, ça n'aurait pas fonctionné. Et par rapport donc à votre deuxième question, oui, au départ, alors on a eu un énorme travail de communication. On allait voir alors au départ, ça a commencé avec les directeurs, et puis après, on allait voir les professionnels de terrain aussi pour qu'ils jouent le jeu, pour qu'ils jouent le jeu. On les a toujours rassurés sur le fait qu'on intervenait, et d'ailleurs moi maintenant dans ma présentation j'insiste beaucoup, on intervient quand il n'y a plus personne. Et comme on avait déjà notre filière d'entrée via l'accueil de jour, France Alzheimer Gironde ou l'EHPAD, enfin pour l'accueil temporaire par exemple, de nous-mêmes on a fait appel aux partenaires en disant écoutez, voilà, là on a une situation de domicile qui nous paraît très critique, il n'existe rien, donc les SAD, les SIAD. Et donc ils ont vu que vraiment c'était plutôt au contraire porteur pour eux, parce qu'on leur... bon, même si malheureusement ils n'ont pas forcément besoin de patients supplémentaires, mais ils ont vu que c'était plutôt en sens inverse. Et l'infirmière qui se retrouvait au domicile et qui était vraiment dans des situations très compliquées, nous appelait, elle a vu qu'on répondait, qu'en 5 minutes on pouvait se déplacer, qu'on venait prendre le relais. Donc à partir du moment où l'expérimentation a démarré, les professionnels ont très vite compris. Mais comme au départ on avait fait de la com en disant voilà, ce projet-là va démarrer dans un mois. Au départ c'était, mais voilà, les réticences ont très vite été. Une petite dernière question pour moi. Si le modèle devait être payant, comment, selon vous, cela pourrait s'organiser? C'est les heures d'appât qui seraient comptabilisées pour cette opération-là? Alors, le financement de la chambre, ça relève de l'activité de l'EHPAD, donc le département. L'infirmière, le matériel aussi, mais ça pourrait être du matériel partagé. Alors, si on devait faire payer les personnes, on a évalué, on s'est dit sur une convention tripartite, mais la troisième partie, ça serait plus le résident de l'EHPAD, mais financement ARS infirmière, financement département chambre, et le coût du matériel, on a évalué à 60 € par mois. On a pris donc 25 000 €, 30 personnes, voilà, ça fait du 60 € par mois, c'est à peine le coût de présence verte, voilà. Mais voilà.
Mais c'est vrai qu'il faut derrière qu'il y ait un financement d'études telles, mais sachant que derrière... après, c'est toujours la fongibilité des enveloppes avec la médecine de ville et le système hospitalier, mais clairement, enfin, on libère des places aussi dans les hôpitaux. Bien, merci beaucoup à vous deux. Alors, je crois savoir que vous avez essaimé, puisqu'il me semble qu'il y a un établissement COS à Viroflay. C'est en projet ou c'est fait? Bon, d'accord. C'est un peu partout, on est vraiment très très... oui, alors on est vraiment très très sollicité pour ce projet-là. Il y a eu plusieurs articles dans les revues spécialisées, on se déplace voilà, quand on peut pour le présenter. Moi j'ai beaucoup de rendez-vous téléphoniques, il y a beaucoup de territoires qui cherchent à le développer. Et après au niveau du COS, à partir du moment où c'est vrai que ça fonctionne sur un établissement, ils arrivent à le développer, ils l'ont développé, donc ils vont le développer à Viroflay, ils le développent sur un autre établissement, mais c'est plus sur des sorties d'hospitalisation, voilà, limiter le séjour à l'hôpital et favoriser une sortie d'hospitalisation. Là, pour tout vous dire, le 31 janvier, il y a la CNSA, la DGCS qui viennent. Ils sont déjà venus au début d'expérimentation, ils reviennent parce qu'ils ont compris que ça fonctionnait et voilà, on espère que ça puisse après être développé au niveau national sur d'autres territoires. D'accord, et ben peut-être en Mayenne, du coup. On vous le souhaite, oui. Merci beaucoup en tout cas. Je vais demander à Monsieur Claude Guihouillet de me rejoindre. Donc vous êtes chargé de mission au CEAS, Centre d'études et d'action sociale. C'est un organisme qui accompagne le département sur ses politiques gérontologiques depuis plus de 40 ans. Vous êtes intervenu notamment sur le premier schéma gérontologique et le schéma personnes âgées de 2008. Alors là, le conseil départemental vous a commandé une étude sur les projections démographiques en Mayenne et surtout sur ces impacts et ces incidents. Un petit problème technique de connexion, c'est ça Oui, madame, puisque vous êtes professionnelle, peut-être que on va vous aider à lancer le diaporama. Oui, François, tu es le bienvenu. Oui, donc une étude sur les projections démographiques et sur ces incidences sur les besoins en équipement et en établissement dans les décennies à venir. Donc là, en fait, les questions qui se posent, c'est quelle est la situation démographique aujourd'hui? Quelle sera-t-elle dans 20 ans? Et de quel service aura-t-on besoin? Voilà, c'est bon. Alors, vous parlez normalement, en fait, on vous entend très bien. Bonjour à tous. Je crois que c'est pas toujours facile de passionner son auditoire avec des chiffres, des graphiques. Certains peuvent être plus sensibles à des symboles. Donc je vous en proposais deux parce que moi, ils m'ont beaucoup marqué. Premier, c'est un clin d'œil à ce qu'a dit M. Richefou tout à l'heure. Dans le département, aujourd'hui, on a plus de cadres et de professions intellectuelles supérieures que d'agriculteurs. Donc, il y a quand même... Alors, je ne sais pas si on a encore un département agricole rural. Deuxième, vous l'avez sous les yeux, 2010, 2018. En 2010, on avait beaucoup plus on avait un tout petit peu plus de jeunes de moins de 20 ans que de personnes âgées de 60 ans ou plus. Et vous voyez qu'en 2018, on a cette fois-ci beaucoup plus de personnes âgées de 60 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans. Donc vous voyez que là, il y a un renversement de tendance. Au-delà des symboles, j'attire votre attention sur le fait que là, on a des données de 2018. On est en 2018, mais l'INSEE n'est pas encore à ce niveau-là. Donc on est sur des estimations de population, et c'est vraiment des données en toute exclusivité, puisqu'elles datent de la semaine dernière. Elles sont diffusées par l'INSEE de la semaine dernière. On descend en dessous des 307 000 habitants, en dessous des 306 000 habitants. Ce n'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Alors après, l'idée qui est importante pour nous, c'est pas inintéressant de regarder ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, parce qu'on a des leçons à en tirer en l'occurrence. Vous pouvez repérer le titre. Effectivement, le nombre de personnes âgées a très fortement augmenté depuis 90. On pourrait même dire plutôt même 99. J'ai noté
pour mémoire que les 60 à 74 ans, on en a 17 000 en plus, donc un chiffre multiplié par 1,5, et sur les 75 ans en plus 13 000 multiplié par 1,6. J'ai fait un petit calcul savant, mais en prenant cette fois-ci les octogénaires, si on avait raisonné sur le chiffre de 15% en EHPAD, 15% des octogénaires en EHPAD sur le passé, jusqu'en 2018, dans le département, il nous aurait fallu 1500 places supplémentaires. Donc vous voyez qu'on a 1500 places qui n'ont pas été créées, alors que logiquement, il aurait fallu ces places-là. Dans les premiers schémas géontologiques du département, logiquement, on aurait dû dire qu'il faut créer 1500 places par rapport à ce qui va se passer dans le département. Elles n'ont pas été créées, je pense qu'on peut s'en féliciter, a priori. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'a priori, effectivement, donc, je ne pense pas qu'il y ait eu de pression particulière toutes ces dernières décennies dans les établissements. Bien sûr, là, ce qui s'est passé, c'est que les personnes sont restées au domicile et puis que l'équilibre s'est trouvé comme ça, tout simplement. Après, il y a une question qui est toujours très, très sensible, c'est celle du suréquipement en EHPAD, en place installée dans le département. C'est des chiffres que vous connaissez. En l'occurrence, aujourd'hui, enfin, c'est une enquête de 2015, quand on a 100 places en EHPAD en France métropolitaine, alors c'est pas un pourcentage, c'est vraiment qu'en France, par rapport aux personnes âgées de 75 ans ou plus, il y a vraiment 100 places pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus. Dans le département, on en a 137. Alors après, ça c'est le chiffre, on raisonne très souvent sur les 75 ans, nous on a fait le même calcul sur les 80 ans ou plus, parce que bon, c'est un peu plus, ça correspond un peu plus aux personnes qu'on va retrouver en EHPAD aujourd'hui. En France métropolitaine, on a 150 places installées pour 1000 personnes âgées de 80 ans ou plus. Dans le département, on est à 207. On peut en tirer une conclusion presque anecdotique. On peut se poser la question, si dans le département, on avait exactement le même taux qu'en France métropolitaine, en l'occurrence, si on raisonnait sur les 75 ans ou plus, il faudrait 1200 places en moins. Si on raisonnait sur les 80 plus, on a 1100 places pareil en moins. C'est-à-dire on pourrait très bien fonctionner dans le département avec 3400, 3500, 3600 places, alors qu'aujourd'hui on est à plus de 4500. Et avec ces 3500 places, en gros, on fonctionnerait comme on fonctionne d'une façon générale en France métropolitaine aujourd'hui. Alors, ça, c'est les leçons du passé. Concrètement, on a pu faire face à une explosion du nombre de personnes âgées dans le passé, sans forcément pression particulière sur les établissements. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, au-delà des leçons du passé qu'on peut tirer? Ce graphique-là me paraît intéressant pour trois raisons. Il y a trois leçons à tirer. Je vous rappelle que le nombre de personnes âgées, là on est sur les 80 ans en plus, a très fortement augmenté entre 90 et 2015. J'ai pris ces données-là schématiquement parce qu'on est sur 25 ans. Vous avez vu que finalement, entre 90 et 2000, là, on était plutôt sur un plateau. Donc, mais peu importe, vous voyez, plus de 10 000, ça fixe les esprits. Là, aujourd'hui, on est sur un nouveau plateau. C'est-à-dire que concrètement, là, jusqu'en 2025, il n'y aura pas de mauvaise surprise, il n'y aura pas de forte migration dans le département au niveau des personnes âgées. Donc on est sur une phase de plateau, il n'y aura pas de pression particulière chez les personnes âgées. Par contre, 2025, alors 2025 c'est 2024, 2026, peu importe, mais dans cette période-là, on a une nouvelle explosion du nombre de personnes très âgées, octogénaires, et cette fois-ci, vous voyez peut-être mal le chiffre de progression, sur la même période, sur 25 ans, si on raisonne entre 2025 et 2050, là, cette fois-ci, ce n'est plus une augmentation de 10 000, c'est une augmentation de 20 000 personnes âgées octogénaires, avec une courbe qui est sensiblement identique à celle qu'on a vue entre 2000 et puis 2015 en l'occurrence. Alors après, qu'est-ce qu'on peut en tirer qu'est-ce qui pourrait, finalement la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait tendre à infléchir les comportements actuels. En l'occurrence, aujourd'hui, on sait que les personnes souhaitent rester chez elles. Toutes les politiques publiques vont dans ce sens-là. On a vu tout à l'heure avec les tablettes que finalement les progrès technologiques peuvent faciliter ce maintien à domicile. On sait aussi,
il suffit de lire les journaux qu'aujourd'hui on est dans une phase de développement et de diversification de l'offre d'hébergement pour vivre à domicile. J'entends par là, aujourd'hui, les normes obligent les constructeurs à créer du logement qui est adapté et accessible. Presque pas tous les jours, mais presque tous les mois dans le journal, on voit des projets de création d'habitat alternatif avec projet social. Dernier dans le département, ça doit être Chaillan. Non, pas Chaillan. Andouillé, pardon. Andouillé. Ça pourrait être demain aussi l'accueil familial. Le département cherche à le promouvoir et puis d'autres dispositifs. On peut faire l'hypothèse aussi demain que les personnes très âgées auront de moindres disponibilités financières. On sait que l'EHPAD d'aujourd'hui coûte très cher. Moindre disponibilité financière parce que des parcours professionnels, une entrée dans la vie active qui est plus tardive, des parcours professionnels qui sont quelquefois un peu plus hachés. Et le dernier point, là peut-être avec plus d'interrogations, peut-être une plus grande mobilité résidentielle. Ça me paraît assez évident que les personnes très âgées vont chercher à se rapprocher des commerces et des services. Dans les services, je mettrai notamment les professionnels de santé, mais pas seulement. Et puis les rapprochements familiaux, c'est-à-dire que je pense que les personnes âgées, certaines personnes âgées seront amenées à se rapprocher de la famille. La famille qu'aujourd'hui, une caractéristique, vous le connaissez bien, on a fait une enquête là récemment sur Juvigné, la famille majoritairement dans un rayon, à une distance très proche de Manon, on peut se retrouver en Australie, c'est ça, ou je ne sais plus dans quel autre pays. Donc ça, c'est une réalité à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que les Mayennais iront vivre en Australie, mais en tout cas, il y a probablement des migrations à prévoir. Tout ça a un certain nombre d'éléments qui tendent à renforcer le maintien très longtemps à domicile, et forcément, ça amène à se poser des questions par rapport à ce que seront demain les EHPAD. Encore un raisonnement, alors à la limite de la démographie, de la statistique, on peut faire l'hypothèse qu'avec les 4500 et quelques places d'aujourd'hui, que le département peut faire face à la progression du nombre de personnes âgées en Mayenne. Donc là, je ne suis pas sur 2050, parce que 2050, on est presque dans de la démographie fiction. 2040 donc 2025-2040, on est sur 15 ans. Les estimations de population, on est sur 37 000 octogénaires dans le département. C'est une hypothèse d'école. Si on dit les octogénaires, il y en aura 12% qui seront en EHPAD, ça nous amène à 4 400 places, c'est-à-dire aujourd'hui l'offre du département en place installée d'EHPAD. Alors pourquoi 12% Parce que c'est le pourcentage qui m'arrange bien, puisque c'est celui qui tend à l'équilibre. Aujourd'hui, on est à un taux beaucoup plus élevé, mais puisqu'on est dans un département où il y a du suréquipement, on aurait aussi pu faire l'hypothèse de 10%. Enfin, on l'a fait. On peut aussi bien faire l'hypothèse à 10%. Et dans ce cas-là, c'est la réalité d'un certain nombre de départements en France. Et si on est à 10%, ça veut dire que là, par rapport aux 4 400 places, on a des places en trop dans le département. Alors, je vous rappelle j'insiste sur des hypothèses qui sont importantes. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire demain on aura des entrées qui seront de plus en plus tardives, qui seront encore plus tardives qu'aujourd'hui, très probablement des durées de séjour de plus en plus courtes. Et puis ça c'est une orientation aussi, c'est le moins d'accueil de personnes peu dépendantes voire autonomes, parce que de toute façon ça répondra à l'aspiration des personnes. Et puis par ailleurs on aura d'autres réponses type le logement adapté, type résidence autonomie, habitat alternatif, etc. Peut-être EHPAD hors les murs, etc., etc. Alors bien sûr, moi je suis sur de la prospective démographique, mais j'insiste quand même sur le dernier point qui est un réel problème pour les EHPAD. Et là, j'imagine que vous allez réagir. C'est forcément, si demain on a des EHPAD de taille équivalente, mais avec des personnes beaucoup plus dépendantes, qui ont beaucoup moins d'autonomie, forcément, derrière se pose la question des moyens humains. Mais on raisonne sur 2040, j'insiste là-dessus. Un autre problème qu'il faut évoquer à l'échelle, cette fois-ci, du département, on raisonne sur 4400 places, 4500 places à peu près. Si on est en 2040, un autre constat, une autre perspective de travail que l'on peut faire, qu'on peut avoir en tête, c'est que les personnes âgées, les octogénaires en 2040, ne seront pas forcément exactement au même endroit qu'elles le sont aujourd'hui.
Concrètement, il faut prévoir un renforcement du nombre de personnes âgées, une augmentation plus forte du nombre de personnes âgées dans le pays de Laval, au sens très large. Pour une raison, enfin, comment on arrive à cette conclusion? C'est tout simplement parce qu'on prend les générations plus jeunes d'aujourd'hui, on regarde comment elles sont réparties dans le département, et puis on applique la règle de 3 tout simplement. Donc concrètement, si on regarde les 60-65 ans d'aujourd'hui, ils ne sont pas répartis de la même façon que les 80 ans d'aujourd'hui le sont dans le département. Maintenant, quel enseignement, d'une façon plus générale, on peut tirer de toutes ces observations? Donc là, on est toujours dans la perspective 2025. 4 perspectives. Alors, je ne suis pas en train de faire un schéma gérontologique, attention, c'est des propositions d'orientation, on est bien d'accord. Je pense qu'effectivement, il faut tout mettre en œuvre pour accompagner les politiques de soutien au domicile. Différentes façons, c'est le développement, la diversification de l'offre d'hébergement. L'EHPAD hors les murs en est une réponse, mais c'est aussi, je répète, tout ça que je dis, entre l'habitat alternatif, résidence autonomie, etc., etc. L'organisation de l'offre sur la base territoriale des EPCI. Alors tout à l'heure, on a parlé de bassin de vie, c'est-à-dire que le PCI, d'une façon générale, le PCI a l'avantage de correspondre à une politique aussi demain qui servira à la contractualisation des politiques de santé. Dans certains cas, c'est déjà le cas. Donc ça paraît le territoire cohérent. En plus, on a la chance dans le département de la Mayenne d'avoir des territoires qui sont globalement cohérents en taille. Il y a toujours un pôle qui est important. Donc je pense qu'après, il y aura forcément, si on raisonne sur les EPCI, il y aura forcément des exceptions à la règle parce que ça ne correspond pas forcément aux habitudes de vie. Troisième point, la mise en cohérence des délimitations territoriales pour les services. Aujourd'hui, il y a des services dont les délimitations ne correspondent pas forcément à celles des EPCI. C'est sûrement le cas de certains services d'aide à domicile. C'est certainement le cas en grattant bien. Enfin, à une époque, je me souviens, on avait fait la carte dans le département. Il y a plein d'anomalies. C'est-à-dire que si je suis dans un service, par exemple pour des actions de coordination, je suis obligé de me rapprocher, de travailler à différents réseaux. Donc ça, c'est pas possible. C'est forcément de la déperdition d'énergie, etc. C'est forcément incohérent. Quatrième point, c'est stratégie de clarification et d'intégration pour rendre lisible de service. Je ne vais pas vous faire le sketch qu'on a déjà fait avec tous les sigles qu'on utilise. Alors, pour vous, vous y retrouvez peut-être. Je sais qu'au CEAS, on a fait un répertoire des acteurs gérontologiques qui est bien utile, mais quand même, le commun des mortels est complètement perdu. Allez lui demander. Même un service comme l'ESA, on arrive même à trouver 3 cycles différents dans le département pour 3 services différents. Bon, bref, ça, je pense il y a un gros effort à faire là-dessus. Alors, clarification, c'est pas seulement... je parle d'intégration aussi. Peut-être qu'il y a tellement de services qu'à un moment, il faudra sans doute arriver à les mettre sous un même cadre, sous un même chapeau. Décloisonnement de l'offre domicile-étabbissement pour une fluidité des parcours de vie et de soins. Je pense que l'expérience de tout à l'heure avec les EHPAD hors les murs, on était complètement dans cette logique-là. C'est déjà des choses que l'on fait aujourd'hui. Et je pense dans ma tête, là, par exemple, les accueils de jour peuvent très bien être portés déjà par des EHPAD, etc. Deuxième point qui est important, c'est le renforcement du rôle des EHPAD comme lieu ressource, plateforme des services. Là, je récite bien Malson. C'est le vocabulaire, c'est les concepts qui ont été développés déjà au moins par la société KPMG qui fait un travail d'observation sur les EHPAD. Vous l'avez retrouvé dans la mission Flash d'il y a quelques mois. Donc je pense que là, c'est un concept. Alors, ça s'inscrit complètement dans l'idée de décloisonnement. Cette idée d'EHPAD, lieu ressource, plateforme de service, c'est complètement cette logique d'ouverture de l'EHPAD vers l'extérieur, vers le domicile. Et puis le troisième point, la réflexion, et je terminerai là-dessus, la réflexion spécifique pour l'accompagnement et les soins, c'est dans cette projection à 15-20 ans, voire 25 ans, il reste des problèmes sur lesquels on bute depuis déjà très longtemps et qui ne sont pas aujourd'hui résolus. C'est des publics spécifiques qui posent des problèmes, en l'occurrence la désorientation, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, les troubles psychiques graves, donc le champ de la psychiatrie, difficulté à accueillir en EHPAD, problème de cohabitation, et puis les personnes handicapées vieillissantes, parce que vieillissant donc relativement jeune par rapport aux 80, 85, 90 ans que l'on accueille en EHPAD. Je n'ai pas de diapo de merci, mais le cœur y est. Merci. Je vous invite à vous asseoir.
salle. Déjà, première question, est-ce que tous les EHPAD ont vocation à devenir des lieux ressources et en secteur périurbain? Bon, parfait. Je pense qu'il marche. Celui-là marche. Il est Celui-là marche. Tous les EHPAD ont-ils vocation à devenir des lieux ressources, plateformes de services? Pas forcément, je pense. Enfin, après, là, il y a une réponse purement technique, une réponse plus politique. Je pense qu'une des caractéristiques du département, c'est aussi d'avoir un grand nombre d'EHPAD et d'EHPAD de petite dimension. Alors, l'EHPAD de petite dimension n'aura pas forcément les ressources humaines en interne pour devenir demain plateforme de services et lieu ressources. Donc après, on peut raisonner en fonction des territoires sur peut-être un lieu ressources ou deux lieux ressources avec des systèmes de coopération entre EHPAD. Alors sur les projections démographiques que vous avez faites, donc on sait que les plus de 80 ans vont être très nombreux dans 20, 30 ans, et après, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a des projections. Enfin, premier point, c'est on a la chance, avec les personnes très âgées, de pouvoir faire une politique qui s'appuie sur des données qui sont relativement fiables. Parce qu'on a un public qui n'est pas très mobile. Faire des projets, enfin on le voit bien là, tout à l'heure quand je parlais des estimations de population, ce que je vous ai montré c'est exclusif. La Mayenne devait perdre des habitants beaucoup plus tôt. Et alors, je fais une anecdote, mais ce qui a été étonnant dans la décennie précédente, c'est que tout d'un coup on s'est retrouvé avec un sol migratoire dans le département positif. Ce n'était jamais arrivé depuis plus de 50 ans. Tout d'un coup, pourquoi il y a plus d'entrées dans le département que de sorties? Et puis, à un moment donné, ça a basculé. On est revenu à plus de sorties que d'entrées. Et puis, là, ces toutes dernières années-là, on est arrivé à un équilibre. Pourquoi? Comment? C'est mystérieux. Sur les personnes âgées, il y a forcément des personnes âgées qui viennent peut-être de la région parisienne, il y a notamment les résidences-services, etc. Puis des gens qui ont du bien en Mayenne, qui viennent se retirer, ou de la famille, qui viennent rejoindre la famille. Tout ça, ça arrive. Mais il y a aussi des Mayennais qui partent. On a fait une enquête qui n'a pas été très brillante avec les notaires. Mais quand même, les notaires nous ont dit dans le département, bon, il n'y a pas grand... C'est toujours de la mobilité à la marge chez les personnes très âgées. On est tous plus ou moins marqués par des exemples que l'on connaît de gens qui sont allés habiter sur la Côte d'Azur, etc. Mais ça reste des exemples très à la marge encore, quoi. Et je ne vois pas trop ce qui ferait que ça pourrait beaucoup changer, sauf les rapprochements familiaux à l'avenir. Parce que là, il y a des évolutions au niveau de la société, de la sociologie de la famille, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Madame Bouillon. Merci. Nous sommes bien évidemment tous très intéressés par l'exemple qui vient de nous être présenté et par les chiffres qui viennent à l'appui de ce projet, de cette organisation. Moi, j'ai une vraie question par rapport à tous ces enjeux-là, c'est la coordination de tous ceux qui interviennent autour des personnes âgées, des personnes aussi en situation de handicap, parce qu'on a affaire à un tissu associatif très fort. Alors déjà au niveau des EHPAD, on a des EHPAD en Mayenne en tout cas sous statut public et d'autres sous statut associatif. En ce qui concerne les services à la personne, on a beaucoup d'associations qui interviennent. On parle bien évidemment des professionnels de santé, les médecins, les infirmières qui ont un autre statut. On parle du milieu hospitalier qui a un autre mode de fonctionnement. Et je me dis que c'est une vraie prouesse, votre présentation, d'avoir réussi à faire fonctionner tous ces gens-là ensemble, alors que chacun, on peut le dire ici, a quand même la volonté de garder son précaré, n'est pas toujours prêt à travailler avec d'autres prestataires, d'autres partenaires.
Or, on voit bien que l'objectif final, c'est l'intérêt de la personne âgée, avec des conditions financières acceptables par tout le monde, y compris par les personnes elles-mêmes et par les familles. Et comment vous avez réussi à faire fonctionner tout ça? Comment vous les avez motivés? Comment vous les avez convaincus de travailler ensemble? Ça m'interpelle beaucoup. Là, on réfléchit à ce qu'on va mettre en œuvre pour 2040. Oui, bien sûr. Oui. Donc, je ne suis pas en 2040. Oui. Je n'ai pas utilisé une machine à explorer le temps. Par contre, je peux apporter un élément de réponse. Et là, je voudrais presque que M. Dumay puisse intervenir. On est dans un département également expérimental pour le PAERPA. Il y a un acteur que vous n'avez pas cité qui me paraît important, c'est le médecin généraliste. Si, j'en ai parlé. J'ai zappé. Mais lapsus révélateur de ma part. Non, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même une révolution depuis quelques années. C'est quand même le médecin généraliste qui est la clé de voûte de la coordination. Moi, je crois qu'on est dans un département où il se passe des choses quand même. Au niveau du CEAS, ça fait plus de 3 ans que l'on forme les aides à domicile du département à la connaissance du dispositif PAERPA, au repérage des fragilités et à la connaissance des acteurs gérontologiques. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait notre fameux répertoire. Le constat qu'on fait, c'est que d'une part, les acteurs gérontologiques du département viennent à ces formations. En 2017, ça a quand même été 20 sessions, donc 40 journées. Donc les acteurs gérontologiques viennent. Le conseil départemental n'en a pas raté une seule. Donc quand je dis le conseil départemental, c'est tous les services, Maya, etc. etc. Les médecins généralistes se déplacent. Enfin, tous les acteurs se déplacent. Ça veut dire quand même que là, il me semble qu'on est à une époque charnière où effectivement les acteurs, enfin, ils avaient déjà appris. Hein, enfin, tout à l'heure, on avait parlé du premier schéma gérontologique. Je crois qu'il y a Paul Chouanet qui est présent. Je crois que Mélène Dumaine était peut-être la première expérience dans le département d'une coordination qui était organisée. Paul Chouanet était directeur de l'EHPAD. Donc c'est peut-être pas par hasard. Concrètement, je crois que depuis très longtemps, il y a des efforts qui sont faits pour que les acteurs travaillent ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le PAERPA nous donne l'accélérateur. En tout cas, pour nous qui sommes, enfin il y a des professionnels, bien évidemment des EHPAD ici, mais il y a aussi des élus dans cette salle. Pour nous, c'est un éclairage très intéressant en ce qui concerne notamment le logement des personnes âgées, comment dans les années futures on va pouvoir, j'allais dire, s'approprier toutes ces évolutions pour les accompagner, chacun dans sa commune, dans son territoire, en termes de possibilités d'accueil des personnes vieillissantes. Il y a un point peut-être complémentaire que je n'ai pas évoqué. Quand j'ai parlé du rôle clé demain de l'EHPAD, donc j'ai évoqué KPMG, c'est un cabinet privé, j'ai évoqué la mission Flash, mais elle a été Flash. Par contre, on a là en projet le projet régional de santé, et le projet régional de santé positionne clairement, et ça à l'échelle des Pays de la Loire, positionne clairement l'EHPAD comme lieu ressource, plateforme de service. Donc ça veut dire qu'indépendamment de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas en Mayenne, c'est quand même la direction qui est donnée, au moins dans tous les Pays de la Loire, par l'ARS. Merci. Pendant que le micro circule juste devant, je crois qu'il y a eu aussi un électrochoc, ou un choc, c'est Sainte-Suzanne, qui a sans doute marqué un peu les esprits. Je me souviens d'ailleurs d'un des éditoriaux de votre revue sur le sujet. Et c'est vrai que cette première étude qui a été commanditée par le département a aussi servi un peu d'électrochoc. Sainte-Suzanne, c'était pour des raisons de sécurité, où il a fallu faire dans l'urgence la fermeture d'un EHPAD pour lequel les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Et c'est vrai que ça a été aussi le début pour l'ensemble des acteurs de la prise de conscience, sur lequel le département vous a réunis, vous les acteurs. Hein. Je crois que c'était la première fois qu'on réunissait les présidents et les directeurs d'EHPAD au conseil départemental ensemble pour aborder cette question. Voilà, donc il faut de temps en temps des événements malheureux, comme la fermeture précipitée d'un EHPAD pour qu'effectivement chacun s'approprie encore un peu plus le sujet. Joël Doucet, directeur d'EHPAD. Dans l'étude, je pense qu'on compare toujours au niveau national. Donc puisqu'on a plus d'EHPAD qu'ailleurs, apparemment, enfin que d'autres, ça pourrait être intéressant aussi de compléter l'étude
au niveau des hospitalisations, parce que peut-être qu'on a moins d'hospitalisations qu'ailleurs parce qu'on a plus d'EHPAD. Parce que quand les gens rentrent du domicile, très souvent, il y a moins d'hospitalisations après l'entrée en EHPAD qu'avant. Monsieur Dumel va répondre. L'ARS. Si vous pouvez passer le micro, monsieur. Et non, monsieur Doucet, je vais vous décevoir, c'est le contraire. Non, alors après c'est bon, faut relativiser l'hospitalisation. Une des difficultés que l'on a, c'est, je dirais, peut-être un mauvais mode d'entrée de l'hospitalisation. Parce qu'une hospitalisation, on peut considérer quand même à un moment donné qu'elle a une justification. Par contre, l'entrée par le service des urgences, là, c'est vraiment très très délétère. Parce qu'on devient presque iatrogène alors qu'on voudrait traiter quelqu'un. Donc je pense que c'est là le gros travail à faire. Et par contre, je peux vous dire, une bonne nouvelle, c'est que ça bouge dans le bon sens. C'est-à-dire quand même que les efforts qui sont faits par les acteurs, comme le disait M. Guigoulier, font que les meilleures coordinations amènent quand même pour certains acteurs à intervenir, je dirais, sur votre secteur dans le sud-ouest mayennais, sur des prises en charge rapides par les professionnels de proximité, je dirais en général, qui sont et les professionnels de santé, mais aussi les professionnels des services à domicile, qui sont très impliqués dans ces prises en charge rapides, pour éviter ces hospitalisations qui sont quand même ce qu'on peut faire de plus mauvais pour une personne, parce qu'on n'apporte rien et en plus on dégrade la situation de la personne. Pour reprendre sur l'exemple qui a été donné sur le territoire bordelais, c'est vrai qu'en Mayenne on fait un peu ça, mais on le fait de façon éclatée, c'est-à-dire on a une expérimentation d'astreinte de nuit, on a une expérimentation d'hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation, et on a aussi une expérimentation qui porte sur on essaie quand même sur les outils numériques. Parce qu'en fait, c'est trois niveaux qui ont été, et heureusement, c'est en ça que c'est intéressant, qui ont été centralisés sur un même établissement qui lui a permis de faire les trois en même temps. Parce qu'on voit bien que de séparer, parfois, c'est pas très cohérent. La dynamique, on veut coordonner les acteurs, mais il faut aussi coordonner les actions. C'est-à-dire que c'est une globalité, quand on n'a pas de taux dans le trait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le territoire. Voilà. Donc, Paul Chouanet, je voulais juste, sur les deux sujets qui ont été traités, revenir. Une question pour le premier. Vous avez tantôt parlé du médecin traitant, tantôt parlé de SOS médecin. Comme vous êtes en dehors des heures, c'est-à-dire vous dites, nous on est quand il n'y a plus personne. Et SOS médecin est aussi quand il n'y a plus personne. Nous en Mayenne, il n'y a pas SOS médecin. Et comment vous pensez qu'il y a une grosse incidence ou pas sur la présence ou pas de SOS médecin autour de votre action de EHPAD hors les murs? Non. Enfin, je dirais non. On fait appel à SOS médecin quand le médecin ne peut pas se déplacer, sachant que sur Bordeaux, il n'y a pas les gardes, c'est un peu particulier, donc on fait appel à SOS médecin. J'imagine que vous, dans votre secteur, il y a un médecin de garde, voilà, donc dans la continuité des soins. Alors que sur Bordeaux, nous, on fait appel à SOS médecin, mais je pense que c'est un système similaire, j'imagine. Voilà. Votre deuxième question, voilà. Monsieur? Oui. La deuxième question, c'était au niveau des ressources des aidants. Parce que dans notre département, on a une génération de personnes qui va augmenter pour les plus âgés. Est-ce que les générations d'avant, en termes de génération d'aidants, autant pour les associations et les prestataires du domicile, ce matin, il y avait un article dans le journal sur la fermeture de certaines écoles formation aux soins. Est-ce que l'on pense qu'il y aura des incidences ou pas sur cette capacité à répondre aux besoins des personnes qui sont en recherche d'aide? Alors, qui peut répondre à cette question? Moi, je peux répondre au niveau de l'EHPAD. On a de grosses difficultés de recrutement. Le secteur des EHPAD n'est pas du tout attractif. Je fais partie de la FNADEPA, peut-être que certains d'entre vous, donc c'est la Fédération des directeurs d'EHPAD. On est en train de mener une action en Gironde là, au niveau des IFAS, donc pour tout ce qui est métier d'aide-soignant, pour essayer de voir un peu... je pense que c'est rempli de représentation. Une des premières raisons que citent les aides-soignants sur le fait de ne pas travailler en EHPAD, c'est la charge de travail, certes, mais qu'il y a beaucoup d'accidents de travail. Bon, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui
qui viennent communiquer qu'il y a des aides techniques, voilà, qu'il se passe aussi beaucoup de choses en EHPAD. Je crois que... Alors, c'est pas lié aux formateurs parce que nous, ils nous répètent régulièrement qu'ils essaient d'attirer les étudiants vers le secteur des EHPAD. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a une pénurie de professionnels, en tout cas, qui s'intéressent aux EHPAD, ça c'est certain. Et même en hyper-centre de Bordeaux, il n'y a pas de problématique de transport, il n'y a pas de problématique... clairement, on a de grosses difficultés. Et la dernière difficulté que nous avons, les gens ne sont plus, enfin les jeunes, les gens, peu importe, mais ne sont plus intéressés par les CDI. Voilà. Sur Bordeaux, vous vous inscrivez en intérim, vous pouvez travailler 3 jours par semaine, gagner le même salaire qu'à temps plein. Ils ont juillet-août, ils ont les fêtes, ils ont voilà. Donc et puis quand ils s'arrêtent, ils peuvent aussi pointer au chômage. Voilà, ils ne sont pas imposables. Il y a des calculs à faire. Nous, ils sont très transparents avec nous. La seule chose qui peut leur poser problème, c'est trouver peut-être un logement. C'est difficile de se loger quand on n'a pas de CDI, mais voilà. Donc il y a tout un système peut-être à revoir, notamment via les pôles emploi. Normalement, quand on refuse l'offre d'emploi, on peut être rayé, mais nous, c'est pas le cas. Voilà. C'est un débat plus large. S'il n'y a pas d'autres interventions, monsieur, et ce sera la dernière sur ce sujet. Merci. Je voulais compléter dans le même sens sur le domicile, et je pense que c'est pas pour assurer non plus Paul Chouanet, mais en même temps il le sait aussi. On est devant ces difficultés de recrutement, c'est absolument aberrant. Il y a une campagne de recrutement de fait en mars 2017, il y a une campagne de recrutement qui va se refaire en mars 2018. Voilà, il y a un souci sur l'attractivité du métier, mais il y a aussi effectivement un souci sur, je rejoins tout à fait, la prise de CDI, et encore quand on est en CDI et qu'on peut, rien n'empêche de négocier une rupture conventionnelle. Enfin voilà, on est une mouvance de personnel qui peut être effectivement inquiétante. Merci. Pour terminer ces rendez-vous, puisque je sais que Monsieur le Président, vous avez un engagement à 16h15. Vous allez nous donner quelques orientations, quelques pistes sur le plan Bien vieillir en Mayenne. Donc c'est un programme qui sera adopté en fin d'année. Vous avez engagé une concertation avec les acteurs locaux. La première rencontre était vendredi. Donc voilà, quelles sont les étapes pour 2018 ? Je vais juste faire un petit lien avec la fin de la discussion, parce que j'étais ce matin en fin de matinée à l'Assemblée Générale de la Fédération des Travaux Publics. Vous allez me dire quel est le lien avec les EHPAD. Eh bien, la Fédération des Travaux Publics, vous savez qu'on va fibrer l'ensemble du département, dans le cadre du très haut débit, que le déploiement va commencer en septembre et que dans 3 ans, l'ensemble de la Mayenne, y compris les lieux les plus reculés pour le maintien à domicile, seront connectés au très haut débit. Tout ça pour que la tablette puisse fonctionner, tout le monde l'a compris. Et bien c'est simple, on aura besoin de 500 personnes dans le département pour faire ce travail-là. On n'arrive pas à recruter. Voilà. Donc il y a 120 postes de chauffeurs routiers qui attendent dans 3 entreprises mayennaises, et on a 9960 chômeurs de catégorie A. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez des applications sur smartphone qui vous permettent de calculer précisément au bout de combien de jours de travail il faut vous arrêter pour reconstituer vos droits et afin de retoucher le chômage. Voilà. Allez, j'arrête là, mais vous avez compris que voilà, ça tourne autour de ces sujets-là et qu'on va bien devoir changer le logiciel. Alors, si on doit changer le logiciel sur le travail, on doit changer le logiciel sur l'EHPAD aussi, comme je vous l'ai dit. On est passé de l'hospice à la maison de retraite. Et on est passé de la maison de retraite à l'EHPAD, mais en continuant à fonctionner comme si c'était une maison de retraite. Parce que dans l'EHPAD, il y a un H qui veut dire hospitalier, qui peut vouloir dire hospitalier, non mais qui pourrait vouloir dire hospitalier, et qui doit pouvoir dire hospitalier, parce qu'il y a du soin dans un EHPAD. Et il faut qu'il y ait du soin, qu'il ne doit pas y avoir dans une maison de retraite. Et puis il y a un D qui veut dire dépendant,
et ça veut dire qu'on doit être dans des GIR significatifs. Je rappelle toujours qu'en Mayenne, plus de la moitié des GIR 1 sont encore à domicile. Hein, donc on voit à travers ça qu'on a effectivement un lieu d'accueil pour la dépendance et pour le soin. Je pense qu'il faut qu'on intègre à la fois les mouvements sociaux que vous avez rappelés, et ça me paraît très important, cette notion à la fois de mobilité plus importante. Lorsque vous nous avez présenté l'étude de Juvigné, certains d'entre vous étaient là, ceux qui sont concernés, vous expliquiez que dans les personnes âgées que vous aviez interrogées, c'était des gens qui étaient quasiment tous agriculteurs en retraite. Or, vous avez bien fait de le dire, il y a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de salariés d'entreprises ou même de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires qui, eux, sont des gens mobiles par nature, alors que l'agriculteur, bien sûr, attaché à sa terre, ne l'est pas. Donc, ces phénomènes-là doivent être pris en compte. Je pense qu'il faut qu'on prenne en compte l'amélioration des techniques. On le voit avec les tablettes, on le voit avec les objets connectés, qui vont se développer de plus en plus et qui ont pour objectif de faciliter eux aussi le maintien à domicile. Donc premier élément à prendre en compte, il faut qu'on évolue, qu'on accepte ce nouveau logiciel indispensable. Deuxième élément en Mayenne, et l'étude du CS est intéressante là-dessus, il faut qu'on raisonne par bassin de vie. Par bassin de vie, qui veut dire établissement public de coopération intercommunale, communauté de communes dans la quasi-totalité des cas. Alors on peut avoir quelques exceptions. En Mayenne, on sait bien qu'on peut avoir des projets de santé, quelquefois, des territoires de santé qui ne respectent pas tout à fait le PCI. Je pense à Mayenne, qui par exemple va fonctionner avec Ambrières quand il s'agit de la maison de santé importante du pôle santé de Mayenne. Voilà, donc on peut avoir quelques exceptions à la marge. Il faut aussi qu'on pense qu'on n'est pas une île, on n'est pas l'Angleterre, et qu'on a des gens autour de nous, et des départements autour de nous. Si on a 4500 places en Mayenne, on a 4500 places à 15 km autour de la Mayenne, ce qui vient à nouveau augmenter l'offre. Or les gens peuvent quelquefois faire 10 km quand on est à certains endroits pour aller en maison de retraite, et donc en EHPAD demain. Donc, deuxième élément, raisonner par bassin de vie est important, notamment pour avoir des éléments supports, pour avoir l'EHPAD de demain, qui est un lieu ouvert et qui est le lieu de ressources, et qui doit aussi, je crois, dans la mesure du possible, s'appuyer sur l'ensemble du parcours. On a beaucoup utilisé le mot parcours. C'est vrai que le département est expérimentateur sur le PARPA, sur le parcours des aînés. Et dans ce parcours, il faut intégrer l'hôpital. Et notamment, on a la chance en Mayenne d'avoir 3 centres hospitaliers et 4 hôpitaux de proximité, dits hôpitaux locaux. Donc il faut aussi faire en sorte que ces hôpitaux locaux, qui intègrent souvent des EHPAD, qui intègrent même tous des EHPAD, puissent sans doute jouer un rôle important dans le dispositif et sans doute doivent peut-être avoir vocation, dans la plupart du temps, à être cette structure ressources dont on parlait tout à l'heure. Et puis ce parcours, il est aussi lié à la santé d'une façon générale, et il doit être connecté à toute la santé de proximité. Vous savez, au mois de décembre, nous avons adopté au conseil départemental, c'est Christophe Langouette ici présent dans le fond de l'amphi qui en a été le rapporteur, ce parcours de santé de proximité. Il a vocation notamment à s'appuyer également sur les EPCI, sur la question de la désertification médicale, et à faire en sorte de donner des moyens, y compris financiers, aux EPCI pour qu'ils puissent s'accaparer cette question, comme l'a très bien fait le Pays de Cran, qui, on le sait, dans notre territoire, est exemplaire sur le sujet, cette question du parcours de santé d'une façon générale et d'une politique de santé sur un territoire. Et la politique de santé sur le territoire, elle doit intégrer le vieillissement de la population et donc les personnes âgées. Donc notre orientation, après avoir rappelé ces 3 éléments, c'est de dire que le dossier EHPAD, nous l'avons abordé d'abord sous un aspect financier. C'était l'étude CALIA à laquelle vous avez participé, qui nous a donné un éclairage, mais que cet éclairage financier n'est bien sûr pas suffisant, qu'il faut
en même temps qu'il y ait un éclairage complémentaire qui tienne compte des quelques points que j'ai évoqués avant. Et donc nous allons sélectionner, nous sommes en cours de finalisation, de rédaction d'un cahier des charges, pour sélectionner un cabinet non pas d'audit. Il ne s'agit pas de refaire des audits, il ne s'agit pas de refaire des audits financiers, mais d'un cabinet qui va avoir pour mission d'organiser dans chaque EPCI 4 séances de travail, qui soient des séances de travail où on met autour de la table l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs de la filière, y compris les acteurs du maintien à domicile, quel que soit leur statut public ou privé, parce qu'ils font bien sûr partie de l'ensemble de ce dispositif. Donc ces 4 demi-journées où seront réunis l'ensemble des acteurs vont être précédés d'une séance de travail au conseil départemental. Elle a lieu effectivement vendredi, c'était pour le territoire du Mont des Avaloirs, qui permet de planter un peu le décor et de poser les principales interrogations pour que les acteurs puissent s'en saisir avec l'aide de ce cabinet qui aura pour rôle de fluidifier et de faciliter les échanges. L'objectif étant effectivement d'aboutir en fin d'année, à la session du mois de décembre 2018, à l'adoption dans le département d'un plan qui devra intégrer des expérimentations, et la vôtre est particulièrement instructive et intéressante, ce lien qui existe entre des personnes qui sont maintenues à domicile et l'EHPAD, lieu de référence, lieu de refuge, si j'ose dire, le cas échéant. Eh bien, l'adoption de ce plan devra se faire également en intégrant des moyens nouveaux qu'il nous faudra mettre en œuvre pour le maintien à domicile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé aussi à réunir l'ensemble des acteurs qui ont en charge le maintien à domicile. La réunion a eu lieu il y a une quinzaine de jours, qu'une élue du conseil départemental, membre de la commission que préside Marie-Cécile Maurice, elle s'appelle Sylvie Vielle, va avoir la charge de mener cette relation avec l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient parfaitement intégrés, parce que le maintien à domicile est effectivement la donnée un peu plus importante encore qu'il nous faut intégrer. Donc voilà ce travail qui va se poursuivre, qui va parallèlement nous permettre de continuer ces rendez-vous de l'autonomie qui ont plutôt pour vocation à regarder ce qui se passe ailleurs, pour continuer à s'acculturer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces questions tous ensemble, à progresser. On fait des choses formidables en Mayenne déjà. Moi j'ai été stupéfait de l'intervention d'un journaliste de la presse nationale qui a pointé du doigt un EHPAD de la Mayenne alors il a atténué sa position ensuite en disant qu'il ne fallait pas généraliser, hein, mais qui a pointé du doigt un EHPAD où sa grand-mère serait maltraitée, pour reprendre ces termes. Moi, ce n'est pas la vision que j'ai des EHPAD qui existent en Mayenne. C'est des EHPAD où il y a beaucoup de bienveillance, parce que le personnel continue à être extrêmement motivé, même si le renouvellement est difficile pour nous aussi en Mayenne. On a effectivement ces mêmes difficultés. Voilà, il y a un travail formidable qui est fait. Il faut le faire évoluer. Ça supposera aussi de former le personnel différemment, qu'il soit peut-être tout aussi nombreux pour s'occuper de moins de personnes. Donc c'est un nouveau modèle sans doute qui est à inventer. Mais il faudra aussi prendre cette dimension humaine, prendre aussi la dimension humaine des directeurs d'EHPAD qui font un métier formidable, mais on leur demande de savoir tout faire, d'être architecte, maître d'œuvre, responsable des ressources humaines, savoir tenir la comptabilité, et puis accessoirement s'occuper des personnes âgées. Donc voilà, donc il y a aussi un accompagnement à prévoir dans le domaine, et ça, une fois de plus, en lien avec l'ARS, parce que je pense qu'on ne peut pas le faire seul, comme l'ARS ne peut pas faire seul les choses non plus. Et moi, je me réjouis que l'ARS, au niveau régional, ait aussi cette même orientation, qu'elle travaille aussi de la même façon sur l'EHPAD de demain, sur l'EHPAD de centre de ressources ouverts. Et je crois qu'on est en parfaite convergence avec la réflexion au niveau régional, et notamment au niveau de l'ARS, et c'est très bien ainsi. Donc voilà la façon dont la situation va évoluer. Il s'agit toujours pour nous de garder des implantations qui ont vocation à rester nombreuses dans le département.
Nous n'avons pas comme modèle de faire des super EHPAD de 250 lits et un par territoire. Notre modèle est de garder une proximité, mais avec un maillage, avec un réseau, avec des mutualisations un peu plus poussées encore. Vous savez, on l'a déjà dit et redit à plusieurs reprises. Voilà, il nous faut tous ensemble travailler là-dessus. Et ça sera ce rôle de ce cabinet de vous faire travailler par territoire, ensemble sur ces sujets, pour qu'on puisse être en capacité d'être fiers en Mayenne de notre accompagnement du bien vieillir. Alors, on essaie de trouver un terme autour de la Mayenne et de l'âge, du maillage, M-A-Y, voilà, AGE, voilà, on essaiera sans doute il y en a un terme qui existe déjà, donc du Mayennais aussi, du Mayenne aîné, vous voyez, du Maille aîné. Bon, bref, on ne s'arrête pas prendre trop la tête non plus sur la terminologie. Mais voilà, c'est une attention à prendre, parce que je rappelle que la fonction d'accueil de la personne âgée, c'est une des richesses des fonctions du conseil départemental. C'est avec la petite enfance, sa deuxième lettre de noblesse, c'est de s'occuper à la fois de la petite enfance, mais aussi de s'occuper à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, de la personne âgée dépendante. Et donc, il faut qu'en Mayenne, on puisse être exemplaire le plus possible. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tous ensemble. Voilà. Donc, merci de votre présence nombreuse à nouveau cet après-midi. On souhaite toujours rester dans les 2 heures à peu près de tenue de réunion. Voilà, merci à vous et rendez-vous. La date n'est pas fixée encore, la prochaine. Je tourne vers Nicolas. François, si tu as fixé une date pour les prochains rendez-vous, c'est à peu près dans 2 mois. C'est fin mars, on a évoqué. Hein, voilà. Elle n'est pas arrêtée encore, mais on vous la communiquera très tôt pour que vous puissiez la bloquer. Et merci aux conseils départementaux qui sont présents, parce qu'ils sont près de la moitié encore présents aujourd'hui. Donc ça montre leur attachement également à suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Voilà, bon retour à tous et à très bientôt. Merci. Et merci à nos amis bordelais, bien évidemment, d'être venus jusqu'à nous au CEAS pour son étude toujours pertinente. Merci.